Tu parles de tes émotions toute la journée à quelqu'un, tu vas le saouler. Tu vas dire mais cette personne elle est faible comme c'est pas permis. Pour toi, parmi toutes les émotions, est-ce qu'il y en a une précise, qui est secrète, qui ronge sans qu'on s'en rende forcément compte? Moi ce qui m'a le plus poussé à explorer mes propres émotions, Beaucoup de monde va se reconnaître dans ce portrait-là. tu proposes à ton enfant à 14, 16 et 18 ans un rite de passage à l'âge adulte. Et j'ai ici mais les Français c'est des malades. Je m'appelle Pierre Dufresne et je suis le directeur du centre de l'Hormèse. Toute personne qui veut devenir accompagnant, coach, thérapeute et qui veut se former aux méthodes naturelles de prévention, nutrition, respiration, mais aussi aux méthodes de renforcement. À quoi ressemble quelqu'un qui n'a jamais appris à accepter et à vivre avec ses émotions? Au Japon, je me tapais la tête contre les murs. Je me dis, mais c'est complet, ils font des trucs complètement débiles en fait. Il faut garder une peur qui soit légitime, qui va permettre d'avancer, et en même temps ne pas se faire dépasser par cette peur-là. La linéarité détruit l'être humain. J'ai pas du tout l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours. J'ai l'impression au contraire que... Pierre Dufresne, bonjour et bienvenue sur le podcast. Salut Jérôme. Bon, pour toi, parmi toutes les émotions que l'être humain peut vivre au cours de sa vie, est-ce qu'il y en a une, ces dernières années ou ces dernières décennies, qui précise, qui est secrète, qui ronge la plupart des gens, sans qu'on s'en rende forcément compte, et sur laquelle il faudrait peut-être travailler en premier? Super intéressant comme question. Moi je dirais que c'est la peur. Prends la génération de nos parents. Après-guerre, il y a une période faste. On a appelé ça les 30 glorieuses. Et quand mon papa qui est plus là, mais quand mes parents, mon papa et ma maman me racontaient leur jeunesse, on va dire leur vingtaine, ils avaient en ligne de mire l'an 2000. Tout était beau. Plein emploi en France. L'an 2000, ça va être les voitures volantes. Tout allait bien. On se souciait pas des maladies. On se souciait pas de la nutrition. Le sida, c'est arrivé tard, cette histoire. Tout était sans peur. On naviguait avec très peu d'inhibition dans l'action. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la décision corticale, de ton cortex qui prend des décisions, qui planifie, etc., n'était pas inhibé, entravé par une petite voix qui venait dire attention parce qu'on sait jamais. Donc c'était des gens qui entreprenaient. Actuellement, tout va mal. C'est-à-dire l'environnement, l'économie, les finances. Toi, à ton niveau, tu sais pas si t'es assez bien dans la société, que t'as un bon emploi, t'as pas, peut-être que t'es une femme qui arrive à vers 40 ans et qui a pas encore d'enfants. Il y a des peurs partout. On nous met des peurs partout. C'est la canicule, c'est pas, après, là, en hiver, il fait plus froid encore que depuis des centaines d'années. C'est terrible. Il faut avoir peur. Selon notre président, c'est la fin de l'abondance. C'est vraiment, c'est maintenant le discours ambiant, c'est la fin de l'abondance. Et en 2050, on risque de vivre des catastrophes climatiques et de plus avoir assez de ressources. Voilà le climat anxiogène ambiant avec lequel il faut qu'on gère nos émotions. Et donc l'émotion principale, la peur, toute décision que tu prendras par la peur est forcément viciée. Forcément, tu vas avoir un comportement de repli, parce que la peur c'est vraiment ça, quand tu l'utilises d'un point de vue comportemental. Donc c'est-à-dire quel comportement est associé à quelle émotion. La peur, c'est le pas de recul. C'est je vais en arrière, je me replie, je fais un cocon, je monte les barrières. Okay, je monte mes fences, mon grillage, tu vois, pour me protéger de l'extérieur. Mécanisme de survie qui est tout à fait nécessaire. Mais quand il est là au quotidien, ça veut dire que les gens ont peur d'entreprendre quoi que ce soit. Et vis-à-vis de ça, ça fait une société qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que soit t'as peur, t'essayes de la comprendre et de voir si elle est justifiée ou non. C'est-à-dire t'as une méta-analyse. Pour moi, l'éveil, chez les bouddhistes, c'est le fait de se rendre compte de sa propre analyse interne. C'est-à-dire le pas de recul par rapport au fait que je suis en train de moi-même de réfléchir. Si t'es capable de prendre un pas de recul et de voir ton mécanisme de peur, c'est là que tu vas avoir l'opportunité, soit de la suivre, soit de ne pas la suivre. Et d'aller vers quelque chose qui te semblait être dangereux. Okay. Donc, tu te jettes à l'eau, tu te jettes dans l'inconnu, tu oses. Et c'est devenu très très difficile de nos jours d'oser être soi-même, oser être différent, parce qu'on nous nourrit de peur. Donc voilà, pour répondre à ta question, ce serait la peur, l'émotion principale à considérer et surtout pas à combattre, surtout pas à réguler par une respiration, surtout pas, tu vois. Pour moi, ces techniques-là, ces méthodes-là, je te partage une anecdote là. J'étais à la caisse du supermarché il y a quelques jours. Et à la caisse du supermarché, tu sais, t'as des magazines. T'as Télé 7 jours, t'as les magazines de cuisine aussi. Et il y avait un magazine qui était titulé « Libérez vos émotions ». Et quand t'ouvres, ça part d'une très bonne intention sans doute, mais quand t'ouvres, c'est que des techniques de respiration et des poses de yoga.
Mais ça fera jamais le job. Jamais ça fera le job. Ce qui fait le job, quand t'as peur, ou quand t'es en colère contre quelqu'un, ou quand, je sais pas moi, t'es frustré au travail, c'est d'aller parler à ton patron. C'est l'acte, c'est l'action qui libère. Les méthodes de respiration, les bains froids, le sport, je suis le premier à revendiquer que c'est des super outils. Mais ils feront jamais le travail. Ils éclairent un peu mieux le travail à faire, si tu veux. Ils te permettent d'être clairvoyant. Mais c'est pas parce que tu fais des respirations que tu vas gérer le fait que tes collègues de travail sont violents avec toi. Il faut acter pour que cette situation cesse. Il faut remonter à la source du problème. Donc les émotions sont des messagers, des messages à considérer pour nous indiquer l'action à prendre et surtout pas, la gestion émotionnelle, c'est surtout pas éteindre l'émotion par une autorégulation de type méditation, respiration, visualisation. Surtout pas. Bon, alors la peur, ok, cette émotion qui aujourd'hui est un petit peu à l'origine de pas mal de maux. Quel est le bon équilibre? Parce que si on a peur de rien, si on ne se soucie de rien, si on est insouciant, on passe à côté de problématiques, on est irresponsable, on se met potentiellement en danger. Si on a effectivement trop peur, comme tu le dis, donc on aurait on va dire que l'aiguille serait un petit peu trop à droite sur la peur actuellement, ce qui fait que ça engendre d'autres problématiques. Où c'est qu'on se situe entre il faut garder une peur qui soit légitime, qui va permettre d'avancer, qui va être un certain moteur, et en même temps ne pas se faire dépasser par cette peur-là. Quand est-ce qu'elle est légitime, quand est-ce qu'elle l'est pas, où c'est qu'on place le curseur? Avant de continuer l'épisode, j'ai quelque chose d'exclusif à vous proposer. Si vous aimez le podcast Biomécanique, alors vous allez adorer la lettre Biomécanique. C'est un petit peu la version cachée du podcast, réservée à mes abonnés. Chaque début de mois, j'y partage mes meilleures découvertes pour optimiser votre santé, améliorer vos entraînements et augmenter votre longévité. Vous trouverez aussi des réflexions personnelles sur des sujets controversés et des anecdotes inédites sur le podcast que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je dévoile aussi mes recommandations personnelles en termes de livres, de films, de documentaires que je considère qu'il ne faut pas manquer. C'est gratuit, ça se lit en quelques minutes et si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Alors pourquoi pas essayer? Mais attention, chaque newsletter n'est envoyée qu'une seule fois et si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez déjà manqué toutes les précédentes. Donc pour ne pas louper la prochaine, faites dérouler la description, cliquez sur le dernier lien qui s'affiche et rejoignez de suite la lettre Biomécanique. Ouais. Tu sauras voir le curseur, orienter le curseur quand tu te connaîtras bien. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la diversion actuellement, tous les écrans, tous les smartphones, tous les réseaux sociaux, tout ce qui nous empêche de regarder un petit peu à l'intérieur, font que tu fais pas le job de te connaître, de lire ton propre manuel émotionnel. C'est pour ça que j'ai appelé ça le manuel émotionnel, c'est qu'on l'a jamais lu, ce manuel. J'ai le manuel pour ton four, t'as le manuel pour ta voiture, et le manuel de toi, de tes émotions. Est-ce que t'as pris le temps d'essayer de le lire? Non. Donc, comme tu te connais pas, tu sais pas où est du tout le curseur. Et tu fais bien de parler de curseur, parce que si tu te souviens bien, moi, dans le manuel émotionnel, j'ai proposé ce cadran, là. Ce cadran que je montre à l'écran, c'est comme le cadran de vitesse de ta voiture, ou de la jauge d'essence. Tu pars de l'ennui jusqu'au burn-out. Donc ça fait ennui, anxiété, bonne anxiété, hormèse et état de flow, mauvaise anxiété, dépression, burn-out. Dans ça, évidemment, tu vas vivre toutes les émotions, mais il y a des émotions qui sont marquantes dans ça. La peur, grosso modo, la peur, moi je la mets dans la dépression. Les dépressifs, ils ont peur d'entreprendre. Ils ont plus d'entrain. Niveau dopaminergique, au niveau de la dopamine, c'est généralement un niveau très bas, hein, qui n'est pas encore le burn-out, qui n'est pas encore la non-sécrétion de dopamine, mais on commence à arriver à ce qu'on appelle l'épuisement chronique. Okay, phase d'épuisement. Mais c'est là où on va avoir une sorte de peur. Tu peux aussi retrouver la peur face à l'inconnu. L'approche que j'ai par rapport aux émotions, tu sais que j'en ai 3 dans le livre: biologie, neurosciences, intelligence artificielle, l'approche computationnelle. Intelligence artificielle, faut pas entendre ChatGPT. Hein. C'est l'approche computationnelle de la cybernétique, qui est à la source de ce qu'on connaît actuellement avec les bots de chat. Biologie et neurosciences. Dans la neuroscience, Carl Friston et le principe d'énergie libre nous apprend que notre cerveau, il est profondément prédictif. C'est-à-dire qu'il essaie toujours de prévoir à l'avance ce qu'il va se passer. Et il essaye que cette prévision corresponde à l'observation. C'est-à-dire, je prévois que là, je vais passer un bon moment avec Jérôme. Ok, je vais être assis, etc. sur mon siège, ça va être confortable. J'essaye de faire coller ça à ma prévision. Mon cerveau, il fait ça. Ok, et il veut toujours que la prévision colle à l'observation. Donc, si on se dit que le monde est terrible, ça va être dur, je vais être triste, je vais en chier toute ma vie, il y a très forte chance que toutes les situations que vous allez vivre dans la journée ressemblent à ça, soient teintées en fait de cette prévision,
parce que votre corps et votre cerveau tentent de faire matcher votre prévision et votre observation. Okay ? Donc il faut déjà cesser cette prévision, prendre conscience de son propre mécanisme pour ne pas tomber justement dans le fait de le vivre. Donc quand on a peur, quand on se dit punaise là ce qui va se passer aujourd'hui, je sais pas, j'ai peur d'aller au travail parce que mes collègues m'en veulent et puis j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, vous nourrissez en fait déjà la chose qui va arriver dans le futur toute la journée. Donc, vous teintez, vous colorez, j'aime bien cette expression parce que c'est ça donne la couleur en fait de votre journée. D'accord ? Donc la bonne dose, elle est pas facile à trouver. Comme j'ai dit tout à l'heure, la peur c'est un mécanisme nécessaire. Si t'as un animal sauvage qui te tombe sur le coin de la figure en pleine savane, c'est normal d'avoir peur et de fuir. Ok ? Mais de la peur chronique, tous les jours, c'est là où ça devient problématique. Donc le bon dosage, si tu veux, au niveau émotionnel par rapport à ça, que je propose grâce à ce cadran, c'est le juste milieu. L'aiguille relativement au milieu, et si tu te souviens bien, je parle justement de l'état de flow. L'état de flow qui est décrit donc par un chercheur au nom, je sais pas si tu te souviens, mais absolument indicible. Il y a au moins 20 lettres et c'est que des consonnes dans son nom, je vais pas l'écorcher, mais il propose donc l'état de flow avec ce schéma-là, entre l'ennui et l'anxiété, un canal entre l'ennui et l'anxiété où tes skills, donc tes compétences, sont en juste rapport, ils ont une relation juste avec le challenge demandé. Le challenge que tu t'imposes dans ta vie, il est à la hauteur de tes compétences. Si c'est un challenge trop difficile, anxiété, tu fuis. Ça fait peur. Imaginons, t'as jamais fait de podcast. Et là, c'est ton premier podcast, tout premier. Tu commences Biomécanique Podcast, la chaîne. Et tu m'interviews. Et tu dis, punaise, j'ai jamais fait de podcast. Le challenge que j'ai là à relever, par rapport à mes compétences, je suis pas sûr de le relever. Donc, tu vois bien que tu vas nourrir une peur par rapport à ce qui va advenir. Quelqu'un sans peur, il se jette dedans, mais autant il fait une interview nulle, tu vois. Donc, t'as peur, là, pour ta première interview, elle va te pousser à la préparer, cette interview. Elle va te pousser à prendre des précautions pour pas que ça advienne. Donc, elle est salvatrice. Mais si la peur est tellement forte, le challenge est tellement élevé que ça t'inhibe, on dit ok, je fais pas l'interview, j'annule, j'appelle Pierre, on annule. Bon tu passeras peut-être à côté d'une opportunité de commencer quelque chose de beau, comme ça a été l'aventure de Biomécanique Podcast, tu vois. Quand c'est les compétences qui sont trop au-dessus du challenge, on tombe dans l'ennui. Ça, c'est la première étape du cadran que je propose au niveau émotionnel. Tomber dans l'ennui, voilà. Le challenge est trop facile. J'ai des compétences trop élevées. C'est le saut en hauteur, l'athlète de saut en hauteur qui saute 2 mètres et tu lui mets une barre à 1m50. Et tu dis, mais les gars, je veux bien sauter 1m50, mais je m'ennuie, tu vois. Il faut un challenge plus élevé. L'état de flow qu'on peut connaître chacun chez soi quand on est immergé complètement dans un acte. Ça peut être l'art, ça peut être la musique, le piano, ça peut être le dessin, mais ça peut aussi être votre travail, hein. Ça peut être quelque chose aussi, une tâche que vous aimez faire. Ma chérie, elle est cuisinière, elle peut rentrer dans un état où boum boum boum, tout bouge, tout est facile et presque l'esprit n'est plus là à avoir une narration, mais on est presque dans une danse, dans une musique. Cet état de flow là, c'est ça pour moi, l'état qui nous permet de cultiver leur messe, c'est-à-dire qui nous permet de cultiver le renforcement. Et beaucoup de chercheurs ont prouvé, dont le chercheur qui a fait le schéma que je vous ai montré à l'écran, ont prouvé que plus on passe du temps dans l'état de flow, plus on est heureux, et voire plus on est intelligent. Parce que quand on est dans un état de flow, on est dans l'instinctif. On sent les choses. On est en connexion totale avec ce qu'il y a d'opportunités autour de nous. Tiens, je prends cette couleur, ou je prends cet aliment, ou je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sens que c'est vrai. C'est je termine sur cette allégorie, mais c'est comme la personne qui fait de l'escalade, qui est sur la falaise, sur la paroi, et presque elle sent où est-ce qu'il faut qu'elle mette la main. Elle a pas vu la prise, mais elle sent qu'il y a quelque chose. Et elle dit, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Et presque elle fait sa meilleure performance ever. Donc, pour boucler par rapport à ta question, toutes les émotions sont nécessaires et aucune n'est positive, aucune n'est négative. Toutes. Il n'y a pas une émotion que vous allez avoir qu'il faut connoter négativement ni positivement.
il y a juste des émotions qui vous informent. Ce sont des messagers, comme une mise à jour. L'approche cybernétique que je défends dans le livre, elle nous informe que les émotions sont des mises à jour de notre système interne. Donc elles viennent mettre à jour par rapport à l'environnement, notre système interne, comme quand vous mettez à jour votre iPhone. Pour macOS X, je sais pas quoi, mise à jour. Donc il faut l'écouter. Est-ce que j'accepte la mise à jour ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que c'est considéré ou pas? Et plus vous serez conscient de ce qui se passe à l'intérieur, mieux vous serez si le challenge est trop élevé, pas assez élevé, vos compétences sont assez hautes, pas hautes, etc., etc. Donc il y a ce juste milieu-là à trouver. Alors pour essayer un petit peu de résumer, tu vas me dire si on est bon. Bon, grosso modo, les émotions sont pas quelque chose à combattre, sont pas quelque chose à faire taire, ce sont des messagers, des informations qui permettent de s'adapter au monde environnemental. Exactement. L'émotion qui, par contre, est trop prédominante de nos jours et qui sort un petit peu trop à l'extrême et qu'on n'est pas capable d'entendre, peut-être de gérer et de canaliser, c'est la peur. Cette peur-là, lorsqu'elle est trop développée, elle nous bloque, elle peut nous faire développer des états dépressifs, des états d'anxiété, et souvent cette peur, elle est aussi corrélée à l'état de challenge qui nous attend et auquel on peut pas faire face. Donc il y a une espèce peut-être de réalité là-dessus. Donc pour essayer de faire taire cette peur, en tout cas c'est pas faire taire, parce qu'il faut pas faire taire les émotions, on a compris, c'est en tout cas de réguler cette émotion de la peur, de ne pas faire en sorte qu'elle soit trop exagérée par rapport à ce qu'elle devrait être. C'est vivre dans une vie où on a des challenges qu'on est capable sur lesquels on est capable de s'en sortir, qu'on est capable de résoudre. Lorsque ces challenges-là, lorsqu'il y a trop peu de difficultés, on s'ennuie. Mais ça, c'est intéressant, on pourra revenir là-dessus après, sur le fait qu'il y a peut-être pas assez d'ennuis aujourd'hui et qu'on a peut-être trop de challenges qui sont hors de nos portées. Et en fait, la peur exagérée viendrait de ça, d'espèces d'attente ou de challenge perpétuel, beaucoup trop en dehors de nos états de nos capacités, ce qui nourrit cette peur-là. Donc le challenge, il faut qu'il soit adapté. Et finalement, le meilleur signe ou la meilleure, le meilleur état qui nous démontre que le challenge que l'on vit est parfaitement adapté, c'est cet état de flow. Lorsqu'on est dans un état de flow, ça veut dire qu'on actionne des leviers de compétences qui sont adaptés au challenge en question, et c'est ce qui fait qu'on est bien aligné et que tout ça serait source de non-anxiété, de bonheur, et puis voilà, on est un petit peu aligné. Ce grand terme aligné que j'aime pas trop, que beaucoup n'aiment pas, mais bon, on voit un petit peu ce que ça veut dire. J'ai essayé de faire un peu un résumé. On va creuser sur les émotions, sur peut-être comment les vivre encore mieux ou comment mieux les appréhender, les gérer, parce que les comprendre dans un premier temps, c'est quand même la base pour pouvoir vivre avec, peut-être même les anticiper. Avant ça, parce que comme je l'ai expliqué, tu as une petite casquette de neuroscientifique que je trouve intéressant et de physiologiste aussi. Quel est le lien, le rapport entre émotion et physiologie? Est-ce qu'une émotion entraîne un changement interne en termes de neurotransmetteurs? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que les neurotransmetteurs viennent faire naître des émotions? Histoire de comprendre un petit peu le contexte, ce qui nous permettra un petit peu plus tard, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue scientifique, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Avant, peut-être, on parlera davantage des choses un peu plus pratico-pratiques derrière. Ok. Super. Bien sûr, il y a un lien matériel. C'est-à-dire, on peut parler des émotions en regardant comment la biochimie interne du corps change. Les neurotransmetteurs, donc comme tu t'en souviens peut-être, mais dans le livre, je montre la cartographie 3D que fait le cerveau à chaque instant, selon deux grands espaces. L'espace péripersonnel, l'espace extrapersonnel. Péripersonnel, donc ce qui est... Ouais, parce que ça parle, on comprend bien. Péripersonnel, c'est ce qui est autour de toi et que tu peux attraper directement avec ta main. Toi, t'as reçu Fred Delavier sur ta chaîne, tu sais à quel point il est très méticuleux sur expliquer nos comportements par rapport à notre physiologie, d'où nous venons. Hein, on a évolué avec des fonctions. La main, elle a une fonction, et cette main-là, l'empan de ta main, c'est ce qui permet de saisir le monde. C'est très important d'avoir des mains pour un être humain. La saisie du monde, c'est aussi la saisie conceptuelle. Quand je te dis, t'as saisi l'idée que je te dis, t'as saisi ce que je t'ai dit, t'as rien saisi avec ta main, t'as saisi avec ton esprit. Saisir la main, interagir avec le monde, c'est ce qui te permet des métaphores. Quand je te dis, t'as saisi ce que je te dis. Tout ça, le moment présent pour toi,
qu'on parle beaucoup de moment présent chez Eckhart Tolle et d'autres, voilà, dans le développement personnel. Le moment présent est très lié justement à cet espace direct que tu as avec ta main. Tous les objets que tu peux attraper directement, l'ordinateur, l'iPhone, le micro, etc. Espace péripersonnel, c'est ici et maintenant. Ça, c'est sérotonine, ocytocine, endocannabinoïdes. Donc sérotonine, un neurotransmetteur extrêmement important dans justement la perception interne du corps. Ocytocine, on appelle ça un peu la glu, la colle sociale que vous ressentez quand vous tenez un bébé dans vos bras, quand vous caressez votre chien, quand vous faites un câlin à quelqu'un. C'est le truc de je me sens bien et je me sens bien avec cette personne. Ok. Endocannabinoïdes, on les connaît à travers justement ceux qui passent malheureusement par les drogues, comme le hashish ou d'autres, qui se sentent planés. Hein, on se sent plané. On connaît les endorphines qu'on peut avoir dans les sports de combat ou dans les sports très intenses. Il y a un moment où on est high, comme disent les Américains, on plane. Okay. Donc tout ça, c'est moment présent. Moment présent, c'est super, mais si tu restes tout le temps dans le moment présent, tu bouges jamais. Ce qui invite au mouvement, c'est plutôt les voies dopaminergiques, la dopamine. La dopamine, elle pousse à considérer l'espace extra-personnel. Je dis, elle pousse à considérer, mais aussi elle est sécrétée quand on considère l'espace extra-personnel. Ça veut dire tout ce qui est loin de moi, que je peux pas directement toucher. Le mur, le jardin, etc. quand je regarde par la fenêtre. Ça, c'est loin de moi, donc ça prend du temps pour y aller. Donc c'est loin dans le temps et c'est loin dans l'espace. La dopamine, elle va pousser au mouvement. C'est grâce à la dopamine que je vais pouvoir aller chercher ma nourriture. C'est ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Si tu enlèves les neurones dopaminergiques à des souris, elles feront pas 10 cm pour aller chercher la bouffe. Même pas. Alors, elles peuvent mourir de faim si tu as enlevé la dopamine à la souris. Ben, ça, c'est le désir. Quand vous percevez le sentiment du désir, j'en veux, tu vois, quand t'es dans l'ennui, tu vois, au début de mon cadran, là, quand t'es dans l'ennui, le sentiment, l'émotion que j'ai mis en avant, c'est le désir. Je désire, j'en veux beaucoup plus. Là, je m'ennuie, j'en veux beaucoup plus pour que ma vie soit fun. Je veux un nouveau boulot, je veux un partenaire de vie, je veux une nouvelle voiture, je veux le dernier iPhone, je veux quelque chose. Je veux être fit, je veux perdre du poids. Le désir, dopamine, ça pousse au mouvement, ça vous fait tressaillir sur votre siège. Ok. Alors que la sérotonine, une fois que vous êtes bien, que vous avez reçu ce que vous avez voulu, que vous avez désiré, vous êtes acheté ce nouvel iPhone, ou vous avez enfin un partenaire de vie, etc. Sérotonine, ocytocine, et on est content de ce qu'on a. Ça, c'est éphémère. Le plaisir est éphémère, le désir est éternel. Ça, c'est terrible pour la condition humaine. Parce que ça va nous faire toujours vouloir quelque chose d'autre. On sera jamais pleinement satisfait, sauf si on conscientise la chose, si consciemment, on prend conscience de ce que l'on a, et que chaque jour, on le célèbre. Chaque jour, on se dit, mais quelle gratitude, quel bonheur j'ai d'avoir ce que j'ai. Un corps fonctionnel, je peux marcher, je peux courir, alors que des personnes n'ont pas cette chance-là. J'ai des gens qui m'aiment, j'aime ces gens-là, je suis bien, j'ai de la nourriture dans mon frigo. Tout ça, je pourrais rendre grâce et avoir la gratitude pour l'ici et maintenant. Si je n'ai pas la discipline de cultiver ça, eh ben, il y a trop de sources de distraction de nos jours. Trop de monde vers des désirs. Les réseaux sociaux, tout Internet, la télévision vous montrent sans cesse des choses que vous n'avez pas. Un corps de rêve, sauf pour Jérôme, une nourriture délicieuse, une nouvelle voiture, un compte en banque flamboyant, tout ça vous montre des choses, la réussite des autres, pour activer les voies dopaminergiques qui ont dit mince, je l'ai pas moi ça. Je le désire. Le problème de la dopamine, c'est que le crash, et pour malheureusement les gens qui ont été un jour addicts à des drogues dures, c'est pas mon cas, mais ils témoignent comme ça, le crash de la dopamine, quand ça retombe, c'est un sentiment de douleur, une sensation de douleur, c'est douloureux. Et vous pouvez peut-être le voir, il faut être très attentif pour pouvoir le voir, mais quand vous mangez, la dopamine vous pousse à manger, je sais pas moi, vous voyez une pomme, vous avez des fraises, en ce moment c'est la saison des fraises se termine, mais c'était la saison des fraises en France. Vous voyez une fraise, waouh, trop envie. Donc la dopamine, boum, pic, qui vous pousse au mouvement, vous prenez la fraise, vous la mangez. Pendant un temps là, ça fait un petit peu de sérotonine, etc. C'est bon. Mais si vous notez bien, quand vous avez fini la fraise, sensation de douleur, légèrement sensation de douleur, qui vous donne envie d'en prendre une deuxième. La dopamine, c'est la molécule du « j'en veux encore ». Je veux la nouvelle dose.
Et quand c'est associé à une drogue comme la cocaïne, qu'on appelle donc la dope, ça fait tellement mal qu'en fait, le cocaïnomane prend la nouvelle dose uniquement pour faire cesser la douleur. Ça lui fait pas du tout plaisir de prendre une nouvelle dose. Il a en horreur, il sait que la drogue lui fait du mal. Mais la douleur est tellement forte qu'il préfère prendre la nouvelle dose pour faire cesser la douleur que d'utiliser cet argent pour acheter de la nourriture à ses enfants. Donc ça, on joue sur nos voies dopaminergiques. Le monde du consumérisme, qui vous fait vouloir acheter des choses, etc., sans cesse, joue sur cette voie dopaminergique qui est infinie. Parce que si on n'avait pas une voie infinie comme ça, du désir et du mouvement, jamais on aurait pu optimiser nos chances de survie avec de la nourriture, en chassant, en cueillant, en ayant des partenaires, en ayant une tribu. Jamais on serait sorti de l'état sauvage. On n'aurait jamais parcouru le monde, etc. Donc c'était pour optimiser nos chances de survie. Mais là, nos chances de survie, elles sont presque à 100%. Quand est-ce qu'on meurt de nos jours d'accident? Jamais. Un nourrisson qui naît, il est pris en charge par l'hôpital. Les malades sont pris en charge par la sécurité sociale. On ne meurt plus. Les chances de survie, c'est presque du 100%. Sauf accident de la route, sauf cas contraire. Mais sinon, on nous maintient en vie par des béquilles à tout niveau. Donc, comme on nous maintient en vie, les chances de survie sont OK. Les voies dopaminergiques, on les martèle par autre chose. Est-ce que l'émotion naît de la sécrétion de ces neurotransmetteurs ou est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas, qui de l'œuf ou de la poule? Et oui, c'est ça le problème, c'est que c'est un paradoxe. C'est ni l'œuf ni la poule. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que si tu changes ton contexte, par exemple, je fais rentrer, comme je t'ai dit, un plateau de fruits juteux dans la pièce, tu vas sans doute les voir et avoir une sécrétion de dopamine. Donc c'est l'environnement qui a changé, le contexte qui a changé, qui t'a fait sécréter la dopamine et qui te pousse au mouvement. Maintenant, tu te forces sans sans stimulation externe, ni motivation intrinsèque qui te vient de l'intérieur, mais tu te forces à partir courir maintenant ou à faire 10 burpees. C'est le corps, le contexte qui va faire sécréter le mouvement, qui va faire sécréter la dopamine. Donc tu as soit la dopamine qui pousse au mouvement, soit le mouvement qui pousse à la dopamine, mais les deux s'auto-alimentent. T'as pas l'un sans l'autre. Hein, dans le règne végétal et animal, tu as ça avec les fleurs et les abeilles. On ne sait pas en fait qui de la fleur ou qui de l'abeille a influencé l'autre. Parce que comme c'est un écosystème, et nous faisons partie de l'écosystème, tout est en interrelation. L'abeille voit certains types de couleurs et repère la fleur à pollen. La fleur à pollen, au fil du temps, s'est colorée d'une certaine manière pour que l'abeille la voie. Mais qui a commencé ce petit jeu-là? On peut vraiment pas déterminer ça. On est dans une danse. C'est-à-dire, si tu veux comprendre le flamenco, tu peux pas mettre un arrêt sur image et dire, ils dansent le flamenco. Le couple là, ils sont en train de danser le flamenco. Non, t'es obligé de voir la dynamique. Et si tu retires un des danseurs, c'est plus le flamenco, c'est juste un gars qui bouge. Tu vois. Il faut qu'il y en ait deux. Et en fait, le monde est comme ça. On peut pas réduire les choses à, tiens, la dopamine, c'est le désir. Non, parce que si je désire, je fais sécréter ma dopamine aussi. Dans l'autre sens, ça marche, tu vois. Pour finir avec le constat, avant de passer à autre chose, est-ce que tu trouves qu'il y a réellement de plus en plus de gens anxieux et de gens dépressifs? Et si oui, est-ce que la peur est uniquement à l'origine de cette croissance ou il y aurait d'autres raisons? Alors l'anxiété, j'en catégorise deux, bonne et mauvaise. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, et bonne et mauvaise, je les mets entre guillemets, comme je dis, parce qu'il n'y a pas de bonne et pas de mauvaise émotion, elles sont toutes des messagères. Je parle de bonne anxiété quand c'est celle qui nous prépare à l'acte suffisamment. Comme je dis tout à l'heure, si c'est ton premier podcast, c'est nécessaire d'être légèrement anxieux, comme le bon stress des acteurs avant de rentrer sur scène. Ils savent qu'il faut qu'ils soient légèrement en état d'alerte pour donner leur meilleure performance, comme les athlètes. Parce que s'ils sont trop relâchés, ils vont pas être, réactifs. Ils vont pas donner tout ce qu'ils peuvent. Donc cette bonne anxiété qui après l'ennui, qui après l'état d'ennui, où tu as trouvé ta cible, c'est très médié à l'acétylcholine. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de à quel comportement on peut associer les hormones et les neurotransmetteurs, l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur principal de l'activation de nos muscles,
c'est l'orientation vers une cible. La dopamine, elle tend l'arc. Si on prend l'image de l'archer, comme je prends dans le livre, elle tend l'arc. Plus t'as de la dopamine, plus t'as du désir, plus tu tends ta flèche du désir. L'acétylcholine oriente. D'accord ? Donc, dans l'ennui, t'as vachement de dopamine. Putain, je veux faire un truc là, je m'ennuie, tu vois, je veux faire. Mais t'as pas la cible. Dans l'étape suivante, la bonne anxiété, t'as la cible. Mais ça fait un peu peur. Je sais pas trop si je vais me jeter dans le bain là, je vais monter sur scène ou je vais faire un podcast. J'ai un petit peu d'anxiété. Mais elle est nécessaire pour être performant. Après, t'as l'état de flow, l'état dormant, etc. Mais si tu dépasses ça, tu commences à avoir des challenges qui sont trop redondants, trop chroniques, trop élevés, je me fatigue, etc. Là, tu tombes dans la mauvaise anxiété qui va être inhibitrice. D'un coup, je veux plus y aller. J'en ai marre, je veux plus y aller. Okay, c'est pour ça que je dis mauvaise. Et donc, pour revenir à ta question, la peur, pour moi, elle est, comment dire, c'est une conséquence. Il y a pas à la juger. C'est la conséquence du système, de l'écosystème dans lequel on baigne. Comme j'ai parlé des fleurs et des abeilles tout à l'heure, tu peux pas accuser les abeilles de bouger, de se barrer dans d'autres endroits où il n'y a pas l'homme qui est en train de polluer. C'est la conséquence en fait qu'on martyrise l'écosystème actuel. On martyrise l'écosystème qu'est l'être humain en lui proposant une atmosphère qui est au moins aussi polluée et dégradant que celui qu'on propose aux abeilles et aux fleurs. Donc, alors, si tu l'abeille... parles, juste pour ce contexte-là, ce monde-là, tu parles du monde actuel, qui est l'internet, les réseaux sociaux, qui est le monde pollué actuel, les multiples géopolitique attentes, aussi. géopolitique. J'ai l'impression que tout ce que le web a accentué au maximum. Oui, parce que ça te donne une fenêtre sur le monde qu'avant on n'avait pas. C'est-à-dire, les soucis dans un village de 200 habitants, c'était quelque chose avant. Mais bon, t'étais le boulanger du village, ou t'étais le maire, ou t'étais, je sais pas moi, maréchal Ferrand, je sais rien. T'avais un rôle. Et t'avais ta place dans le groupe. Alors certes, il devait y avoir plein de soucis. Des préoccupations par rapport à bien se chauffer l'hiver, des préoccupations par rapport aux autres dans le village, mais tu vois, c'était pas pléthorique, et surtout, t'avais pas la vue sur les vies extraordinaires que les autres peuvent mener aux quatre coins de la planète, premièrement, donc par rapport au désir et à la stimulation des voies dopaminergiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et par rapport à la peur et à l'anxiété qui, elles, ces émotions-là, quand elles sont chroniques, font monter cette hormone qu'on appelle le cortisol dans le corps, qui est immunosuppresseur, donc qui supprime votre immunité sur le long terme, qui empêche vos hormones thyroïdiennes de fonctionner, qui déclenche tout un tas de perturbations en fait dans la régulation nerveuse et hormonale dans votre corps quand c'est trop élevé, quand c'est en tout cas trop présent, alors que en temps normal c'est tout à fait salvateur, le cortisol. Eh bien, dans ces temps anciens, reculés, où en effet on n'avait pas Internet, tu voyais pas la guerre partout sur la planète, alors qu'elle existait, mais tu la voyais pas. Tu étais concerné par ton village. Tu voyais pas la voiture et tous les biens que pouvait avoir un gars dans un autre pays. Tu le voyais pas. Donc tout ça nous fait à la fois avoir un FOMO, fear of missing out, la peur de manquer un truc extraordinaire. Ah ouais, merde, moi non plus. Moi j'ai pas tout ça. Moi j'ai pas la dernière voiture. Je peux pas partir aux Bahamas. J'ai pas assez de fric, etc. Et d'un autre côté, oh, mince, Trump a été élu aux États-Unis. Oh, c'est terrible, on va tous mourir. Puis ça va être la guerre avec la Russie. Oh mon Dieu, etc. Tout ça, on n'en avait pas conscience. Tu lisais dans le journal la semaine d'après, quoi. Mais tout ça, on n'avait pas conscience. Donc, mis bout à bout, ça donne un cocktail quand même émotionnel qui est explosif. Tu vois, c'est même radioactif. Comment on se préserve de tout ça ? Pour moi, j'ai plusieurs solutions. Soit vous vous coupez totalement. On coupe les sources de bruit. Donc on arrête en fait d'aller voir trop ailleurs. On essaye de considérer un petit peu plus ce que l'on a et les raisons d'avoir de la gratitude chaque matin pour se lever. Et le deuxième volet, donc on coupe les informations, le bruit, parce que en période de perturbation et de volatilité, quand le hasard est élevé et qu'il faut prendre des décisions, il faut couper le bruit. Ça c'est la règle de Nassim Nicolas Taleb. Vous êtes dans une grande volatilité,
vous avez l'impression que tout vous échappe et tout est hasardeux et que vous pouvez pas prévoir votre quotidien, coupez le bruit, coupez les écrans. Et d'un autre côté, c'est Socrate. Connais-toi toi-même. Comme on a dit avec Charles, Charles Robin, là, le précepteur à qui on passe le bonjour encore une fois, dans l'interview que j'ai fait sur ma chaîne, beaucoup de philosophes ont dit, après Platon, après Socrate, tous les philosophes n'ont été que des notes en bas de page. C'est-à-dire, ils avaient déjà tout dit, quoi. Socrate et Platon avaient tout dit. Le précepte phare de Socrate, mais que tu vas retrouver en fait aussi dans le bouddhisme, c'est connais-toi toi-même. Donc lis ton propre manuel. Ce que j'ai essayé avec le manuel émotionnel, c'est un essai. Justement, j'ai essayé. C'est pour ça que ça s'appelle un essai. C'est une tentative d'apporter des nouvelles billes de compréhension de nos émotions par biologie, neurosciences et approche computationnelle, pour voir si on n'a pas encore des choses à apprendre de nous-mêmes. C'est juste pour pousser la curiosité de chacun à se regarder à l'intérieur. Voilà. Écoute, la transition est toute faite puisque on passe tranquillement sur comment accepter et vivre avec ses émotions. La première chose, c'est couper le bruit, comme tu l'as expliqué, pour éviter d'avoir une sursollicitation et qui va nous faire émerger des émotions en trop grande quantité et peut-être pas les bonnes. Deuxième chose, connais-toi toi-même. Avant qu'on décortique davantage comment faire, et peut-être avec des cas concrets, notamment sur le deuil peut-être par exemple, sur des épreuves spécifiques, on va y venir. Petite question amusante, à quoi ressemblerait, alors je peux la poser au conditionnel, mais je pourrais presque la poser en question normale, c'est à quoi ressemble quelqu'un qui n'a jamais appris à accepter et à vivre avec ses émotions? J'adore cette question. Cette question qui a été posée dans mon livre, elle m'a été posée par ma chère et tendre. Et j'ai dit, mais c'est génial cette question. Moi, je me la suis jamais posée. Et elle est arrivée comme ça de but en blanc. On était dans une conversation en road trip en plus, en voiture, et elle me regarde, dit, toi qui écris un livre sur les manuels émotionnels, à quoi ça ressemble une personne qui a jamais dealé avec ses émotions, qui a jamais pris le temps? Donc, non, mais c'est assez marrant parce que beaucoup de monde va se reconnaître dans ce portrait-là. Parce que... Ah ouais? Je pense. Écoute, je sais que tu vas embrayer après avec le deuil, mais simplement, petite bille comme ça, moi, ce qui m'a le plus poussé à explorer mes propres émotions, c'est la perte de mon père. Très clairement. C'est le deuil. C'est le truc où là, l'épreuve ultime de la vie, je perds la personne que je trouvais la plus formidable au monde. À 25 ans. Et en plus, je vivais au Japon, j'étais loin, enfin bref, tout le package. Comme quoi les épreuves nous renforcent. C'est le message de l'Hormèse et de l'antifragilité. Mais bref, une personne qui n'aurait pas appris à gérer ses émotions, c'est ce que critiquaient un petit peu Sénèque, Épictète et les stoïciens. C'est une personne qui se laisse porter, qui se fait happer par ses propres émotions. C'est-à-dire que la raison, qui est profondément liée à notre cortex préfrontal, l'écorce du cerveau que nous avons en plus par rapport aux autres animaux, par rapport notamment même aux primates qui nous sont très proches, c'est je peux raisonner pour écouter, donner raison à mon émotion. Ok, je la suis. J'ai peur, je suis en colère, j'ai de la joie, peu importe. Ou l'inhiber. Non, là c'est pas la peine d'avoir peur. Tu vois, moi quand j'étais petit, j'avais un peu le vertige. Maintenant, le vertige, comme j'arrive à le conscientiser, j'arrive à baisser, à moduler, comme si tu avais un bouton sur lequel que tu pouvais tourner. J'arrive à moduler cette peur-là si je me mets au bord d'une falaise et que je suis bien harnaché. Si ma sécurité est bien prise, je me dis attends, t'es harnaché, il peut rien t'arriver. Ok, il y a un précipice devant toi, mais tout va bien. Et là, t'arrives à te moduler par la raison. Les stoïciens vont te dire. Oui, pardon, je t'en prie. Non, mais juste pour l'anecdote, hein, comme ça, c'est exactement le schéma de réflexion que j'ai eu lorsque j'ai fait pour la première fois la semaine dernière mon premier saut à l'élastique, où t'es dans une panique absolue, mais c'est toutes les petites phrases que j'ai essayé de me dire, c'est rationaliser au maximum pour éviter de me dire au moment où je suis devant, ben en fait je vais pas le faire, tu vois. C'est tous ces trucs-là. Bon, ben voilà, je sais pas, ça peut illustrer le truc. Et c'est une expérience que je recommande à beaucoup. Mais bien sûr, et tu retrouves ça partout. Tu retrouves ça quand tu fais des bains froids. Tu rentres dans le bain froid pour la première fois avec des glaçons et tout, vraiment un bain très 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 froid. Mais t'as envie de sortir. Toutes les cellules de ton corps te disent mais t'es fou quoi, on sort là. Mais par la raison, je dis attends,
Je suis bien. Ah oui, en effet, si je sors, mais si je sors, il y a le peignoir, tout va bien. Je peux même aller dans un sauna, tiens, parce que c'est un spa. Tout va bien. Puis tout le monde le fait, là. Il y a un gars, il doit avoir 20 ans de plus que moi, il le fait. Tout va bien. Euh, ok. Tu rationalises la chose et tu vois que t'as peur. En fait, c'est un truc que tu peux moduler. Tes émotions peuvent être modulées par ta raison. Donc ça, c'est très fort. Et donc, les stoïciens, ils vont te dire, c'est que t'es comme sur un attelage. T'as 2 chevaux. T'as un cheval qui s'appelle l'émotion et t'as un cheval qui s'appelle la raison. Okay. Les deux sont importants. Les deux doivent moduler tout ça. Et toi, t'as les rênes. Sur qui tu tires, qui tu fouettes, qui tu stimules, qui tu laisses s'emballer ou bien qui tu retiens. D'accord. Donc les deux sont importants et se nourrissent l'une l'autre. Mais t'as bien vu que ça a des limites aussi. T'as bien vu que même avec la raison, l'appréhension du saut élastique est restée. Mais t'as vécu quand même l'expérience et tu t'es lancé. Donc il n'y a pas eu d'inhibition totale. Donc une personne qui n'aurait jamais appris à gérer ses émotions, qui ne sait même pas ce que c'est typiquement un cortex préfrontal qui n'agit pas suffisamment sur les noyaux archaïques. Donc les enfants l'ont pas encore développé. Ça met du temps de l'enfance à l'adolescence, etc. Donc le petit qui a pas son cortex préfrontal complètement développé, il voit un monsieur obèse qui passe dans la rue, il dit « Ah maman, regarde le gros monsieur !» Parce qu'il n'a pas conscientisé que ce qu'il va dire va être blessant. On l'a tous vécu, moi je suis sûr que je l'ai fait quand j'étais petit, tu vois. Et donc une personne qui dit tout ce qu'elle pense, tout ce qui lui passe par la tête, sans se rendre compte que tiens ça blesse un tel, ça fait mal à un autre, etc. Quand elle est en colère, elle crie sa colère. Quand elle est triste, elle pleure devant tout le monde. Quand elle est en joie, elle jubile sans se rendre compte que peut-être il y a quelqu'un qui dort dans la pièce. C'est ça en fait, quelqu'un qui n'a pas appris à gérer ses émotions, c'est qu'il se laisse submerger. C'est toujours un raz-de-marée. Boum, raz-de-marée. Boum, raz-de-marée. Et le comportement n'est pas en accord par rapport aux règles sociales que l'on met ensemble. Faut pas oublier que l'homme, c'est un animal social. L'être humain, je dis l'homme avec un grand H. La femme et l'homme sont des animaux sociaux. Et que nous sommes par rapport aux autres. Tu avais reçu, il me semble que c'est chez toi, un spécialiste de la nutrition. Il y en a sais eu. Plus. Je sais qu'il y en a eu. Et qui était dans Life 3.0 aussi, il me semble. Mais peut-être Anthony Berthoud. Peut-être. Super calé, j'ai adoré. Voilà, le gars c'est. Et qui je refais un épisode d'ici quelques semaines, donc tenez-vous au siège parce que ça va être sympa. Bah ouais, parce que on sent que c'est une bible quoi, c'est une bible sur pattes, c'est une encyclopédie et c'est super intéressant tout ça. Mais je sais plus si c'est toi ou enfin bref, dans une des interviews, je crois même pas c'est sur ton podcast, mais on lui pose la question de les 4 piliers de la santé, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi les piliers? Donc je pense qu'il va citer le mouvement, il va citer la nutrition, il va citer et dans ça, il y a aucune référence au lien social. À l'autre. Mais moi, franchement, tu me mets tout seul. Tu m'enlèves tous les gens que j'aime. Tu me mets seul sur une île déserte. T'auras beau me donner la meilleure bouffe du monde, le meilleur air du monde, l'eau du monde. Je serai misérable. Et je suis sûr que je vais contracter toutes les maladies du monde. Tout tu vois? Parce que on est par et pour les autres. Vraiment. J'insiste, hein. On se torture l'esprit sur ce qu'on doit mettre dans son assiette, alors que bien souvent, les problèmes émotionnels, hein, encore une fois, mais les problèmes physico-chimique, émotionnel, tout ce que tu veux, en fait, c'est un grand tout. Il n'y a pas de frontière entre la sphère de l'esprit et la sphère du corps. De toute façon, vous savez très bien que quand on zoome dans un corps, il n'y a que du vide. Hein. L'atome, c'est profondément 99% de vide. Donc, ce que nous constituons, ce n'est que des champs de force. Hein. Les champs électromagnétiques, il n'y a pas de matière. Hein. E égale MC2, on sait depuis Einstein qu'il y a une équivalence entre l'énergie et la masse. Et que ça veut dire que ce qui est non matériel, ce qui est purement énergétique peut devenir de la masse. C'est ce que disait Einstein depuis plus de 100 ans. On n'a toujours pas assimilé la chose. On est toujours en train de dire « Oh, les émotions, c'est dans la tête, c'est vaporeux, t'as le monde de l'esprit, puis t'as le corps. T'as le monde de la matière, et puis t'as les choses qu'on voit pas, tu vois. Le monde des idées, quoi, comme c'est Descartes. » Pas du tout. Pas du tout. Tout ça, c'est un ensemble. Donc, le monde physico-chimique et le monde de l'esprit, etc. Pensez bien que c'est la même chose. Donc, quand vous êtes en lien avec quelqu'un, c'est de la nourriture. C'est vraiment de la nourriture. Et je pense que c'est notre première nourriture. Et qu'on l'oublie trop rapidement quand on veut citer... Moi, le premier, hein, je vais trop vite, tu vois, quand tu me demandes c'est quoi les 4 piliers de la santé, ouais, je vais dire, c'est le mouvement, franchement, tu bouges pas, etc. Puis après, il y a la nutrition, puis la respiration, et puis... Non.
En fait, number one pour moi, c'est le lien social. C'est l'autre. Donc, quelqu'un qui gère pas ses émotions, ce serait un peu comme un enfant et qui passerait, je pense, à côté de ce que l'être humain peut vivre de plus beau dans sa vie. C'est une vie d'engagement, une vie d'éthique. Si tu sais pas dealer avec tes émotions, tu peux pas choisir ton éthique de vie. Tu vas être brinque-ballé à droite et à gauche par des émotions compulsives tout le temps. Une façon intéressante finalement de voir le passage à l'âge adulte, au-delà de la croissance physique, au-delà des responsabilités personnelles, c'est aussi le fait de développer son cortex préfrontal qui va permettre de rationaliser ses pensées, ses décisions et de venir contrebalancer l'impulsion des émotions, l'impulsivité que va te faire prendre les émotions. Donc passer à l'âge adulte, c'est finalement rationaliser. Comment se fait-il c'est multifactoriel comme d'habitude, j'imagine bien, mais est-ce que pour toi, il y a des explications qui font que il y a de telles disparités dans les êtres humains entre ceux qui arrivent à gérer de plus en plus leurs émotions, ceux qui arrivent qui apprennent à gérer, c'est pas gérer leurs émotions, mais en tout cas avoir ce rationnel, et à ceux qui restent un petit peu coincés dans cette impulsivité, dans cette réaction face à l'émotion, qui n'arrivent pas à contrebalancer. C'est sûr que c'est assez, ça peut être estomacant. Ça peut être très très surprenant de voir la différence entre deux êtres humains, quoi. Déjà, deux personnes d'un même pays peuvent avoir vraiment des disparités. Mais alors quand tu opposes, comme je l'ai dit, moi j'ai vécu 7 ans au Japon. Quand tu opposes la psychologie et le comportement d'un Japonais avec un Français, par exemple, tu te dis mais c'est incroyable. Moi, il y a des moments au Japon où je me tapais la tête contre les murs. Je dis, mais ils font des trucs complètement débiles, en fait. C'est complètement dingue de faire ça. Et de penser ça, en plus, tu vois. Mais je suis sûr qu'ils se disent la même chose quand ils arrivent ici. Mais les Français, c'est des malades, tu vois. Alors, comment, dans une même espèce, oui. Excuse-moi, 30 secondes. Au Japon, j'ai appris que si tu mangeais à l'extérieur, dans la rue, en sandwich, quoi que ce soit, t'étais mal vu. C'est un truc qui se faisait pas. Ouais, exact. Voilà, juste pour l'anecdote et pour le coup, qui illustre ce que tu dis, paradigme complètement. Ah, mais je vais aller plus loin, si tu veux, on va continuer l'anecdote. Le pire, il faut pas y aller en hiver au Japon. Pas y aller en hiver. Si vous êtes un peu sensible au bruit ASMR ou quoi, au bruit de bouche, au bruit de nez, n'y allez pas. Parce que, tu rentres dans un restaurant de ramen ou de nouilles en hiver, tout le monde est un peu enrhumé, tu vois, tout le monde renifle, c'est horrible. Et ils aspirent les nouilles. C'est-à-dire, ce qui est bien vu, c'est de faire du bruit en mangeant au Japon. Donc ils font, c'est horrible. T'as envie de gerber à chaque instant. Et donc voilà. Donc si tu leur dis, évidemment, tu passes par un goujat, parce que eux, en fait, plus ils font du bruit, plus ils rendent hommage à la personne qui a préparé la bouffe. Tu vois, c'est genre nous on crierait ah c'est délicieux, eux ils vont faire du bruit en aspirant les nouilles. Donc nous on trouve ça donne envie de vomir. Par contre, un autre truc. Donc quand ça rentre dans la bouche, c'est ok. Mais tout ce qui sort du corps est connoté dégueulasse au Japon. Donc si tu te mouches, eux ils vont sursauter, tu vois. Se moucher, c'est horrible. Mais renifler, c'est ok parce que ça rentre. Donc ils vont renifler. Alors que nous, quand ça renifle, c'est horrible, oh là là, arrête, tu vois, mouche-toi, tu vois. Bah eux c'est l'inverse. Quand ça sort, c'est ok. Enfin, bref. Voilà. Pour répondre à ton truc, disparité culturelle, alors que c'est la même physiologie. Il y a une tête, deux jambes, deux bras, c'est des hormones, c'est le truc. Ok, on est tous des êtres humains, on est pareil. Non, là, le contexte culturel influence énormément la psychologie. On est à l'image de notre environnement, c'est-à-dire on est à l'image de ce que en biologie on appelle la niche écologique, c'est-à-dire l'environnement qui est proche. Okay. Donc un Japonais, il va être à l'image de sa société, de son bagage culturel, de ce qu'il va rencontrer au quotidien, etc. Et ça va influencer énormément, mais toute sa physiologie, de ses sucs digestifs, parce que par rapport à ce qu'il mange, énormément de riz depuis des décennies, pas qu'au Japon, en Chine et ailleurs, ils ont des amylases, donc disons des enzymes pancréatiques qui sont différentes, plus variées. Tu vois, pour digérer plus d'hydrates de carbone, plus de glucides, que un caucasien comme moi, tiens, qui va avoir beaucoup plus de mal à digérer le riz.
on est à l'image de notre environnement. Donc c'est pour ça que plus tu as des environnements diversifiés, et sur la planète il y en a beaucoup, plus tu auras des gens diversifiés. Et au niveau gestion émotionnelle aussi. Parce qu'on arrive quand même à trouver des dénominateurs communs. Si on prend effectivement, tu vois, des cultures différentes, on peut comprendre que être né au Japon, être né en France, on va pas avoir le même rapport aux émotions, la même acceptation, la même intériorisation. Si on reste en France, on est tous dans la même culture. Est-ce qu'il y a des raisons qui sortent du lot, qui expliquent que certains arrivent mieux à passer à ce stade d'âge adulte, un peu comme je l'ai dit sur le fait de maîtriser enfin pas maîtriser, c'est être un peu plus rationnel, développer son cortex préfrontal. Est-ce que je sais pas, le manque d'épreuves, beaucoup d'épreuves, on entend souvent que lorsqu'on a vécu quelques épreuves dans sa croissance, dans son adolescence et âge de jeune adulte, on va être plus mature, tu vois, on va avoir maturé, donc peut-être on va être moins enclin à des crises émotionnelles. Ou inversement, peut-être que lorsque les épreuves sont trop fortes, lorsque les traumatismes ont été trop forts à l'âge de l'enfance, on va au contraire ne pas être capable de gérer, d'accepter ses émotions lorsqu'on est adulte. Est-ce qu'il y a quand même des raisons, des dénominateurs un peu communs dans la population française qui expliquent ces disparités de développement de rationalité par ce contexte préfrontal? Ouais, bien sûr. C'est là où c'est intéressant de se dire, en effet, il y a des différences culturelles. En effet, on est à notre image de notre environnement. Mais alors, quelle bonne leçon à en tirer? Comment faire pour vivre une vie épanouie où raison et émotion cohabitent harmonieusement? Voilà. Eh ben, il semblerait quand même, si on prend le temps de faire un petit peu d'épidémiologie, donc d'observer les populations, comment ça gère au niveau global, que les émotions, il faut pas qu'elles soient mises sous le tapis. Je parlais encore du Japon parce que je connais bien. Parler ouvertement, rien que parler ouvertement, c'est compliqué au Japon. C'est beaucoup de non-dits, c'est beaucoup de signes de tête, c'est beaucoup de hochements, c'est beaucoup lire entre les lignes. Moi, j'étais commercial là-bas, je savais très bien lire entre les lignes, c'est-à-dire est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non. En France, en Occident, et encore plus aux États-Unis, tu dis oui, non, t'es tranches. Au Japon, tu tranches pas. Il faut le comprendre sur un signe de tête, il faut le comprendre sur un silence aussi, un silence un peu long, etc. On ne dit pas forcément, on peut pas dire oui ou non au Japon. On dit ah, ça va être compliqué. Si tu veux dire non, tu dis ah, c'est compliqué. Tu vois. Donc, mais c'est des gens qui après, comme ils dealent pas du tout avec leurs émotions, on n'en parle pas, c'est mis sous le tapis, etc. Il y a un taux de suicide qui est record au Japon. Ça a été longtemps le pays où il y a eu plus de taux de suicide. Il semblerait quand même que les grandes préconisations pour vivre harmonieusement, c'est de parler de ces émotions, c'est de les faire sortir. C'est que si en vous ça bouillonne, encore une fois, rappelez-vous, les émotions c'est un message qui pousse à l'action. Ok ? Est-ce que tu vas dans le sens de ce message ou est-ce que tu vas dans un sens contraire? Ça, c'est ta raison qui doit le décider. Ok? Mais une émotion, c'est pas biodégradable. Une émotion, tu peux pas faire serrer et mettre en bas sans conséquences. Ça aura des conséquences. Alors, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont, à mon avis, un petit peu trop loin en disant la colère, c'est le foie. Et là, tu fais une cirrhose du foie ou tu fais un truc au niveau hépatique, bah c'est parce que tu nourris trop de colère. T'as la colère pas exprimée. Et tu vois qui font concorder une émotion avec une partie du corps, pour moi, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais, comme toute émotion provoque un changement biochimique en nous, si on n'exprime pas cette émotion d'une manière ou d'une autre, ça va laisser des traces, qu'on le veuille ou non. Donc, premier point, en parler, l'exprimer. Donc en parler à autrui, en parler tout seul à soi-même dans un journal intime, l'exprimer sous forme d'art, l'exprimer sous forme d'effort physique, comme j'invite parfois à le faire dans le manuel émotionnel, tu vois. Parfois, je dis, voilà, quand vous avez telle émotion, je vous recommande de faire un entraînement, tu vois, ou de faire un bain froid, ou pas pour la mettre sous le tapis, pour la laisser s'exprimer, afin que derrière la prise de décision soit plus facile, tu vois. Mais ça s'incarne, les émotions, ça s'incarne. Donc, en parler, la laisser sortir, ne pas la verrouiller en bas, ça semble être un détonateur commun sur toute la planète. Tu vois. Et en effet, les épreuves de la vie. Si tu veux faire un gain en maturité chez une personne, tu lui fais vivre une épreuve terrible à 15 ans. Voilà. Moi, perdre mon père à 25 ans, je sais très bien que j'ai pas eu ma vingtaine comme mes autres copains, qui pour eux, la vingtaine, c'était la fête. La vingtaine, c'était
l'insouciance, la liberté, on sort du cocon familial pour vivre, voilà, on commence à avoir un petit peu d'argent, on peut voyager, etc. Moi, tout d'un coup, j'étais plus du tout dans l'insouciance. Et tout d'un coup, je suis un adulte. En plus, je vis à 10 000 km de chez moi, dans un autre pays. J'ai pas d'attache. Il faut que je me débrouille tout seul. Donc, tu jettes quelqu'un comme ça, tout seul, sans attache, dans le grand bain de la société à 15 ans, t'inquiète pas que il y a des grandes chances qu'il fasse une croissance post-traumatique dans le sens où il va gagner en maturité. Mais il va perdre en autre chose. Hein. Il va perdre des années d'insouciance. Il va perdre des années où il aurait peut-être pu, sans se préoccuper du lendemain, vivre des aventures et des expériences autres. Tiens, il n'y a jamais un parcours de vie qui est mieux qu'un autre. Mais en effet, les épreuves de la vie, bien souvent, nous font gagner en maturité. Et je trouve que c'est important de savoir les cultiver, de pas s'en faire forcément un truc omnubilant où il en faut toujours plus. À David Goggins, tu as toujours plus dur, toujours plus dur, toujours plus dur. Pas comme ça. Mais on va pas un vouloir juste milieu. Malheur non plus. Mais... Oui, c'est ça. Un juste milieu où, comme à l'ancienne, quoi, des rites de passage. Tu proposes à ton enfant, à 14, 16 et 18 ans, un rite de passage à l'âge adulte, tu vois, des trucs forts, tu l'emmènes. Voyage en sac à dos, tu lui apprends un peu la vraie galère, tu vas galérer un petit peu pour se débrouiller par soi-même, tu l'emmènes camper, tu lui montres que la vie, c'est pas que un cercle fermé de cocons. Tu vois, t'as le cocon de la maison, t'as le cocon de la voiture, t'as le cocon du travail. Joe Chabak, que je t'encourage à découvrir, que j'ai mis dans le manuel émotionnel, qui était en interview chez Lex Fridman et partout, qui est sans doute le scientifique que j'ai le plus en admiration ces dernières années. Il parle d'une closed loop, cool closed loop, un truc comme ça. Donc une boucle fermée, un circuit fermé de température basse. Pour dire que, en fait, l'été, on vit dans la clim. T'as la climatisation à la maison, et tu restes dans ce cercle fermé, cette boucle de maison, voiture, travail, supermarché, métro, aussi climatisé, et maison. Et tu reviens. Et tu boucles. Et jamais, le but, c'est de ne jamais être au contact de la température ambiante de dehors, qui en été monte à 35 degrés. Tu restes à 21 degrés, comme ça. Close loop. Tu vois? Bon, bah, si t'élèves quelqu'un dans une linéarité, principe d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb, la linéarité détruit l'être humain. Tu empêches son adaptabilité. Tu l'empêches à cette personne à être adaptable à une nouvelle situation, imprévue, volatile, hasardeuse, etc. Donc, ouais, les épreuves à cultiver chez ton enfant, et le dialogue. Épreuve et dialogue. À partir de là, je trouve que ça risque de donner quelqu'un qui a tout testé un petit peu tout, qui peut formuler avec des mots ce qu'il ressent. Et à partir de là, je pense qu'on est parti sur de bonnes bases. Alors je reviens justement sur le fait d'accepter de parler de ses émotions. Je vais prendre un contre-pied, un peu du côté primitif, du côté un peu tribal, côté tribal, communautaire. Quelle est la limite à s'imposer ? C'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de magazines, de profs, d'experts expliquant, comme tu le dis, qu'il faut extérioriser, parler de ses émotions, que c'est la chose la plus importante, qu'il faut y aller. Moi, face à ça, j'ai toujours c'est peut-être personnel aussi, mais j'ai toujours une petite réaction de rejet ou pas de suspicion, mais de non-acceptation. Je me dis, mais qu'en est-il de parler trop de ses émotions dans un contexte où finalement aujourd'hui il y a très peu de danger, on vit parfois hors de toute agressivité, de toute violence, un petit peu un monde des bisounours. Est-ce que le fait de retenir parfois un peu ses émotions, de ne pas en parler, de ne pas montrer ses failles, c'est aussi se préserver, c'est aussi garder une certaine forme de sécurité. Si tu parles de tout ce que tu ressens tout le temps à tout le monde, ce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu qui est poussé en avant, en fait, tu te mets en danger. Parce que l'anonyme, l'extérieur, l'étranger, il ne te veut pas nécessairement du bien. Et à vouloir tout dévoiler, est-ce que tu vas pas lui dévoiler un moyen de te nuire un petit peu plus tard ? Alors, j'entends bien que ça fait du sens, ça va faire du sens pour tous ceux qui écoutent. Ils vont dire effectivement, si tu dis tout, n'importe quoi et que tu dévoiles tout, tu te mets en danger. Maintenant, quelle est la bonne limite ?
Est-ce qu'il faudrait privilégier uniquement ses proches? Est-ce qu'il faudrait parler de ses émotions uniquement à des gens à qui l'on a confiance? Jusqu'à quel point? Parce que je sais pas, hein, si tu parles, je prends encore un exemple, tu vas me dire un peu comment tu vas étalonner tout ça. Ta compagne, admettons, tu traverses un moment de crise où t'es galvanisé, enfin t'as des émotions négatives, t'es en peur, t'es possiblement un burn-out qui arrive, tu doutes, et tu ne fais qu'en parler. Combien on dirait, là, t'es en train de tout faire pour exploser ton couple et tu donnes toutes les raisons du monde pour qu'elle ne te supporte plus et pour qu'elle se barre. Alors, pas forcément pour qu'elle ne te supporte plus, mais au moins pour qu'elle te respecte de moins en moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on libère? Ah, c'est une très bonne question, c'est très juste. Le trop est l'ennemi du bien. Ce qui est très compliqué à saisir, c'est que c'est toujours la voie du milieu. Voilà, c'est toujours la voie du milieu. Si tu parles de tes émotions toute la journée à quelqu'un, tu vas le saouler. En effet, tu vas dire, mais cette personne, elle est faible comme c'est pas permis. Elle arrive pas à passer le cap de quoi que ce soit. C'est bon, tu nous saoules, quoi. Donc, ouais, évidemment. Maintenant, j'ai pas du tout l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours. Bisounours, pardon. Pas du tout. J'ai l'impression qu'au contraire, que tout est toujours terrible. Le monde des bisounours, c'était, comme je te disais, les 30 glorieuses qu'ont vécu nos parents. Là, c'était vraiment les bisounours. Là, c'était le plein emploi. Tu quittais ton boulot, t'en trouvais un autre derrière. L'argent, c'était pareil. Là, il y avait vraiment des bisounours. Nous, il n'y a pas de bisounours. Le monde, il est catastrophique. Il y a le climat, la guerre, le truc. Ça va péter dans un, tu vois, la guerre civile aussi. Pour moi, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Donc, côté émotionnel, je pense qu'il faudrait, premièrement, arrêter de propager ses émotions et ses avis sur les réseaux. C'est là où je te rejoins. N'en parlez pas à des gens que vous connaissez pas. Surtout pas. Vous allez avoir la sensation d'avoir fait le job alors que rien n'est fait. Faire une story ou poster sur Facebook que vous êtes triste ou heureux, en joie ou ça ne fait pas le job. Ce qui fait le job, c'est de partager ces émotions-là avec les gens qui comptent pour vous. Ça fait le job. Si, très sincèrement, tu vas voir ta chère et tendre, ta mère, ton frère, ta sœur, ton enfant, et que tu lui dis « Ah, il s'est passé un truc super ce matin, j'ai eu telle bonne nouvelle, etc., j'ai réussi mon examen, j'ai réussi mon... » Ça va être, ce partage-là, il va décupler ta joie. Ok? Et eux, ils vont être heureux pour toi. Ils vont vivre un moment bénéfique pour toi. Si tu vas les voir, tu vas dire « Je suis un peu triste parce que... je sais pas trop comment faire pour telle situation, etc. » T'aurais pas une idée, tu pourrais pas m'aider. Là, demander de l'aide à quelqu'un, pour moi, c'est une force. C'est une double force. Déjà, ça demande du courage pour toi, d'être courageux et d'exposer tes faiblesses. Donc, ça demande du courage d'affronter ses peurs. Et deuxièmement, c'est une force, une autre force, c'est la force que tu donnes à l'autre. Tu lui dis, est-ce que tu pourrais pas être fort pour moi et m'aider? Donc, les Anglais, ils ont un très beau mot, ils appellent ça empowerment. Tu rends l'autre fort. Donc, demander de l'aide, c'est être altruiste. C'est ça que je veux dire. C'est pas être égoïste, c'est pas saouler. Demander de l'aide, très sincèrement, et aux gens qu'on aime, hein, pas, encore une fois, pas sur Facebook, pas sur Instagram, mais demander de l'aide véritablement, de temps en temps, et pas tous les jours, évidemment, c'est faire preuve d'altruisme. Voilà. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus libérateur de faire les choses sincèrement, dans le clan restreint des gens qui comptent vraiment, famille, amis, etc., le cercle proche, comme on dit. Mais on peut tomber dans le piège, comme tu nous l'as dit, de le faire grande échelle. Tout d'un coup, on utilise les réseaux, on utilise une vidéo YouTube, on utilise je sais pas quoi, pour parler de soi de long en large, et ça va donner un sentiment bizarre de « Ok, j'ai dit un truc, mais personne m'a écouté, en fait. J'ai l'impression d'avoir exprimé mes émotions, mais tout le monde s'en fout. » D'accomplissement et d'inaccomplissement en même temps, finalement, ça mène à la frustration, cette histoire. Et t'as pas fait un truc véritablement incarné. Incarné, ça veut dire qui fait sens pour toi. Voilà. Alors, sur la partie connais-toi toi-même, qui est un des points phares pour justement accepter et mieux vivre ses émotions et mieux vivre avec, si on prend l'exemple du deuil, ce qui est peut-être ce que tu considères aujourd'hui peut-être comme enfin ce que beaucoup considèrent et à juste titre comme l'épreuve la plus difficile, c'est le deuil d'un proche. Comment
comment surmonter un deuil lorsqu'on est à l'âge adulte, par ce biais de connais-toi toi-même, quelles seraient tes meilleures pratiques, toi qui es passé aussi, est-ce que tu as eu de suite les solutions, est-ce qu'elles sont venues après, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui soit est en train de perdre quelqu'un en ce moment, ou qui veut, à la manière d'un stoïcien, veut s'y préparer pour les mois ou les années qui arrivent? Ouais. Là, il y a plusieurs choses. Tu sais que mon approche, c'est toujours l'approche scientifique. Les sciences théoriques comme la physique, les sciences de la vie qu'on appelle trop rapidement biologie, mais on va dire les sciences du vivant, ont une tendance jusqu'à la fin du XXe siècle à être très désincarnées, c'est-à-dire très objectives. On essayait de décrire le monde tel qu'il était en dehors de nous, comme si les objets existaient à l'extérieur de nous. On essaie de rattraper le coup de nos jours, notamment Carlo Rovelli, avec avec sa théorie sur la gravité à boucle, ou bien le cubisme pour la physique quantique. Cubisme s'écrit QBISM. Et ce genre d'approche de la physique et des sciences qui mettent le doigt en particulier sur le relationnel, le lien. Tout est une histoire de lien, d'accord ? Ce que tu éprouves vis-à-vis d'un proche, c'est pas sa nature profonde. C'est le lien d'amitié ou d'amour qui t'unit à lui, t'es d'accord ? Moi, je te connais pas à 100%. Ce qu'on a entre nous, c'est un lien d'amitié. Tu vois, c'est un lien qu'on a construit avec le temps, parce qu'on a interagi ensemble quelquefois, etc. Donc, c'est comme un fil qui nous reliait tous les deux, et qui est teinté d'une certaine couleur. Le lien qui te lie à ta maman, il est d'une autre couleur, il est plus ancien, etc. Et en fait, on n'expérimente jamais le monde tel qu'il est, tu vois, par exemple, une poêle qui est chaude. Tu te brûles à une poêle qui est chaude. Mais la poêle brûlante, si une autre forme de vie la touche et que cette autre forme de vie, par exemple, a une carapace, au lieu d'une peau à épiderme comme nous, elle sentira pas la chaleur à te dire, bon non, la poêle, elle est froide. Moi, je sens rien. Pour moi, ça, c'est froid. Tiens, qui a raison? La poêle, elle est chaude ou elle est froide? En fait, c'est l'interaction entre toi et la chose, entre toi et la personne que tu aimes, entre toi et la personne qui est décédée, qui n'est plus là. Il y avait une interaction, il y avait un lien qui était tissé avec mon père quand je l'ai perdu. Tout d'un coup, ce lien était coupé. Et le deuil, ça veut dire accepter la douleur de la rupture de ce lien. Et c'est tout. C'est pas le fait accepter que la personne soit morte biologiquement. Les atomes, ça va, ça vient. Vous savez, on est toujours les enfants de la même cellule. La première cellule, elle est pas morte. Hein. La première cellule, elle s'est divisée et elle a donné tous les organismes vivants. Elle est jamais morte. C'est que de la division cellulaire, cette histoire. Les atomes, c'est pareil. Les atomes de l'univers, c'est fini. C'est juste, ils changent de configuration. Donc c'est pas la mort biologique qui nous chagrine. C'est pas le fait qu'un corps se décompose qui nous chagrine. C'est le fait qu'on avait tendu un lien avec cette personne-là. Et c'est le même lien, physiologiquement, que tu tends via les voies dopaminergiques, via ta physiologie, envers un objet, envers un désir d'objet, envers autre chose. Et quand tu ne trouves pas ce que tu pensais trouver, quand tu ne trouves pas ce que tu cherches, c'est là où ça fait mal. Les bouddhistes, dans leur approche de la roue du karma, la roue qui s'appelle la roue de l'éternelle insatisfaction, commencent comme ça. Ils disent, on souffre. C'est une réalité. C'est la première réalité la réalité des nobles, ils appellent ça. La vérité des nobles. La première vérité des nobles, c'est que nous souffrons. Et pourquoi nous souffrons? Parce que nous ne trouvons pas ce que l'on cherche, et on trouve ce que l'on cherche à fuir. Et c'est pour ça qu'on souffre. Vous avez pris l'habitude de, quand vous rentrez chez votre mère, ou chez la personne que vous aimez, de la trouver. Dans un coin de votre esprit, cartographié, il y a cette personne à cet endroit du monde. Et le fait de pas la retrouver parce qu'elle est décédée, cette personne, c'est ça qui va faire la douleur. Comment l'anticiper et le surpasser? Ben, premièrement, c'est pas un exercice facile, mais je vous invite à le faire. En période de non-deuil, personne n'est mort là, dans votre entourage, et ben vous faites une expérience de l'esprit.
Expérience de pensée, vous prenez un moment, le matin, tôt, quand il y a personne qui est réveillé dans la maison, ou bien seul avec une feuille de papier dans un coin de nature, et vous imaginez que qu'une personne que vous aimez décède. Vous imaginez le moment où elle sera plus là. Moi, ma maman, elle a 70 ans. Je sais que prochainement, dans pas trop longtemps, je vais découvrir qu'elle est plus là. Et ça, c'est pas être masochiste. C'est se préparer aux choses de la vie. Dans certaines cultures, comme au Mexique, on fête les morts. Les morts, il y a une journée par an où on fait la fiesta pour fêter tonton, tata, papy, mamie qui sont partis. Et leur rendre hommage par la fête, par la joie. Alors que nous, on s'habille tout en noir et on pleure. Bon. Il y a peut-être, dans notre relation à la mort et aux personnes qui sont parties, un moyen de l'anticiper différemment, comme je vous ai dit, en s'y préparant un petit peu, en se disant, voilà, c'est vrai, qu'est-ce que ça va faire quand elle va partir, etc. Et cette petite expérience de pensée, qu'est-ce qu'elle va donner? Ça va vous donner l'envie d'aller voir cette personne et de lui dire les choses sincères, que vous l'aimez, que vous avez plein de gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour vous, etc., etc. Ça va vous pousser à faire de chaque seconde une vie, comme diraient les stoïciens. Donc, premièrement, l'anticiper. Ça se travaille. Et deuxièmement, quand ça advient, quand ça arrive, prendre conscience que ce lien-là a été rompu, mais que c'est pas un lien biologique. C'est-à-dire, il n'y a pas une ficelle concrètement qui me relie au cadavre qui est en train de se décomposer dans le cercueil. C'est pas ça. C'est un lien conceptuel. Et que ce lien-là, si j'ai envie, je peux le continuer, l'entretenir et le faire vivre en prenant l'héritage que m'a légué cette personne et en le faisant vivre. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire par rapport à mon père. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi triste qu'à ce moment-là de ma vie. Certes, mais j'ai eu l'envie il était artiste peintre, j'ai eu envie de racheter ses tableaux, de faire des expositions dans l'année avec ses tableaux, d'incarner les valeurs qu'il m'avait transmises de générosité, courage et de culture aussi. Il me poussait beaucoup à me cultiver, à lire des livres, etc. Bref, d'incarner en fait, de continuer à faire perpétuer l'héritage de la personne qui vient de partir. Donc on peut s'y préparer et on peut entretenir un lien encore quand la personne n'est plus là. Voilà. Et est-ce que justement ces protocoles, enfin ces façons de faire, te permettraient finalement d'accélérer ou de faire passer la pilule un peu plus facilement sur les différentes phases du deuil qu'on entend souvent, qui sont la colère, la tristesse, la colère, etc. Ouais. Déni, tristesse, colère, et ensuite acceptation. Est-ce que s'y préparer de cette façon-là, et est-ce que entretenir, s'imaginer s'entretenir ce lien spirituel te permet de plus vite arriver à l'acceptation, de faire, de maîtriser davantage cette colère et cette tristesse qui va t'envahir? C'est possible. C'est pas garanti, mais c'est possible. Par contre, ce que ça va te faire, c'est modifier ton jugement par rapport à cette étape-là. Et à mon avis, ça c'est le plus important. Que tu restes triste pendant 10 ans, moi j'ai toujours de la tristesse quand je pense à mon papa. Hein. Elle est pas partie, pour autant. Ou bien que tu passes à autre chose, plus rapidement. En fait, pour moi, c'est ni bien ni mauvais. C'est dans le jugement que se cache la difficulté, comme disait Viktor Frankl, un autre descendant des stoïciens. Dans le jugement se cache la difficulté. L'idée que vous vous faites de la tristesse, l'idée que vous vous faites de la mort, l'idée que vous vous faites de l'acceptation, et gna 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 gna, c'est ça, en fait, qui donne la teinture, qui donne la couleur de votre expérience. Si vous dites que la tristesse, c'est terrible, j'aime pas pleurer. Pleurer, être triste, c'est négatif. C'est douloureux. J'aime pas. Eh ben, je peux vous dire que vous allez vivre l'expérience des pleurs et de la tristesse comme quelque chose d'horrible. Si vous dites, voilà, je suis pleinement triste. Ben ouais, la personne, elle est partie. C'est normal que je suis triste. Et je vais partager ma tristesse aussi avec mon frère. Je vais lui en parler parce que j'ai besoin. J'en ai lourd sur le cœur, comme on dit. Mais vous pensez pas du tout que c'est négatif. C'est normal. Vous avez perdu un proche. Tiens. C'est dans le jugement que se cache la difficulté. Tu vois, l'acceptation, le fait de passer à autre chose. L'acceptation, ça veut dire, t'as accepté que la personne est décédée, maintenant tu passes à autre chose dans ta vie. Là, comme ça, de but en blanc, on va te dire, c'est positif, c'est bien, tu passes à autre chose dans ta vie. Mais tu pourrais aussi te juger négativement, dire, putain, je suis quand même un enfoiré. J'ai perdu mon grand-père il y a à peine 2 semaines, je suis déjà en train de faire autre chose à Dubaï, alors je devrais être dans ma famille, etc.
Franchement, j'ai pas d'émotion, je suis vraiment un enfant. Tu pourrais te juger vachement négativement, tu vois. Donc c'est dans le jugement des choses. Ce que va te permettre les petits exercices que je vous ai donnés juste avant là, et le changement de paradigme que je vous demande d'avoir par rapport à vos émotions et ce moment de deuil, c'est le pas de recul qui va pas vous faire tomber dans un jugement trop hâtif, positif comme négatif, de ces étapes clés du deuil. Voilà. Alors, j'ai encore quelques petites choses, et Pierre, quelques petites questions pour toi qui m'intéressent fortement. Je ne vais pas te laisser t'échapper de suite comme ça, encore un petit peu. Je suis là. Première chose, pour faire suite à cette histoire de deuil, quel est ton avis, ton rapport, toi, par exemple, à la spiritualité, au fait d'accepter, de penser, de s'imaginer qu'il y a un monde après la mort, pour se rassurer, pour mieux vivre en deuil, par exemple? Est-ce que il y a toujours cette question-là, hein, la vie après la mort, elle existe, oui, non, il y a plein de preuves, il y en a pas, elles sont fiables, elles sont pas fiables. Bon, tout ça est j'ai fait des épisodes là-dessus, donc je commence à avoir une idée, tu vois. Il y a des choses qui sont très bizarres, il y a des choses qui tendent vraiment à prouver qu'il y a quelque chose. Et puis il y a toujours ces discours qui disent non, tout ça est juste ce qu'on veut s'imaginer pour se rassurer de la mort, mais aussi pour celle de sa proche. Toi, à titre personnel, dans cette gestion émotionnelle, ou cette gestion, je sais que t'aimes pas ce mot, mais on va dire dans cette acceptation et dans le fait de vivre avec ces émotions qui sont la colère et la tristesse dans le cadre d'un deuil, quel est ton rapport à la spiritualité et à l'au-delà? J'en ai un petit peu rien à faire. Très sincèrement, l'au-delà, okay. Très sincèrement, la vie est tellement belle, tellement riche. Comme je t'ai dit, là, pour moi, je peux partir tranquille. C'est-à-dire que j'ai un enfant. Et tu sais, avant d'avoir un enfant, t'es là, bon, tu tentes des choses, tu fais des trucs dans ta vie, c'est cool, c'est pas cool, tu passes à autre chose, etc. Mais t'as l'impression, tu papillonnes comme un gamin dans un jardin avec un tas de sable, tu vois. Une fois que t'as un enfant, t'as un peu mission accomplie. C'est un peu le check ultime. Check, ça c'est fait. Et donc, il y a plus qu'à profiter. Après, c'est que bonus, quoi. C'est que bonus. Sans doute qu'à une période de l'humanité, on était un peu comme les saumons. Tu sais, ils se reproduisent et après ils meurent tout de suite. Maintenant, on a une vie tellement longue. Toi qui parles beaucoup de longévité, on a une vie tellement longue que il y a moyen chaque jour d'incarner l'être humain que tu voudrais voir advenir. Je me répète, il y a moyen chaque jour d'incarner l'être humain que tu voudrais voir advenir. Si je te demande de montrer un être humain devant toi, parfait, qui incarne des valeurs, qui a une éthique, qui prend soin du monde, qui prend soin de soi, etc. Eh ben, tu sais quoi, t'as le moyen chaque jour de l'incarner. Et donc moi, ce qu'il y a une vie après la mort, j'en sais rien. Mais le fait que nous soyons mortels donne toute la saveur, donne tout l'intérêt de ce que je viens de dire. Si il n'y avait pas de fin à notre vie, qu'on pouvait vivre de manière immortelle, ça n'aurait aucune incidence en fait. On vivrait des vies complètement dénuées de sens. Donc que ça s'arrête un jour, tant mieux. Tant mieux. Il me reste toute ma vie pour chaque seconde faire des trucs que je kiffe. Oui, j'en prie. Mais sur le fait que ça puisse aider au deuil, le fait de s'imaginer qu'on va retrouver quelqu'un dans l'au-delà, ou que finalement il n'est pas complètement décédé d'un point de vue spirituel, c'est uniquement son enveloppe charnelle qui est partie. Est-ce que cette idée de vie après la mort, de l'au-delà, de il y a quelque chose après, justement, ne peut pas aider à faire un deuil? Non, parce que à mieux l'appréhender, mieux le vivre. Non, parce que tu places les gens dans l'espoir de retrouver. Tu leur fais une fausse promesse. Tu sais pas déjà. On n'en sait rien. Si on était sûr à 100%, ok. C'est comme si c'était parti à l'autre bout de la planète et tu vas les retrouver dans 2 semaines avec un coup d'avion. Mais t'en sais rien. Très concrètement, t'en sais rien. En effet, les expériences de mort imminente. Il y en a qui en font. Oui, il y en a qui sont persuadés, ok, mais ils ne peuvent pas montrer des preuves. Donc c'est pas du tout une approche scientifique. Une approche scientifique, c'est quelque chose qui est testable. C'est comme dire le CO2 cause le réchauffement climatique. Pour moi, c'est pas scientifique parce que tu peux pas prendre la planète Terre, retirer le CO2, voir l'effet que ça a, et dire ah oui c'était bien le CO2 ou ah non c'était pas le CO2. C'est pas testable, c'est pas scientifique. Moi, je suis vraiment un enfant de la démarche scientifique. Donc, ce que tu es en train de me dire, quand tu dis je suis persuadé que après la mort on se retrouve, c'est de l'ordre de l'opinion. Je le respecte, mais c'est une croyance.
Donc ça n'a pas de valeur, tu vois, plus ça va pas trop m'importer, tu vois. Il y en a qui croient que, je sais pas moi, il y a des extraterrestres, ok, mais montre-les-moi. Maintenant, là, tout de suite, tu me les montres. Bon, non, bon, bah si tu y crois, bah, c'est bien, moi je crois à d'autres choses. Donc ça, c'est autre chose. Mais ce qui est plus pernicieux, c'est que si tu insinues que, t'inquiète pas, il y a une vie après la mort, c'est qu'on n'accepte pas l'impermanence. On pense que les choses sont permanentes et perdurent ad vitam aeternam. Or, l'impermanence, c'est ce qui te permet d'accepter que tu vieillisses, par exemple. Parce que ce que tu fais à 20 ans, tu ne feras plus le faire à 70. Et ça, il va falloir t'en faire une idée. Sinon, à 70 ans, tu vas être très triste. Ça va être terrible de devoir accepter ça. L'impermanence, c'est l'impermanence aussi de ton identité. Tu changes en permanence. Avant, j'étais pas un père de famille, maintenant je suis un père de famille. On se renouvelle sans arrêt. Si on n'accepte pas l'impermanence des choses, on caractérise aussi l'autre de manière binaire. Lui, c'est un con, lui, c'est un gentil, et on est incapable de nuances. Tu vois. Alors que envers nous-mêmes, on est plein de nuances. Je sais pas si t'as remarqué, mais voilà, on se considère, bah oui, voilà, j'ai mal dormi, donc aujourd'hui, je suis un peu patraque. Puis demain, ça va mieux, et puis, tu vois, il y a plein de nuances. Je suis heureux, je suis malheureux, etc. Alors que l'autre, partenaire de vie, ami, etc., ou connaissance, c'est soit noir, soit blanc. Lui, il a un caractère. On dit le caractère, tu sais, genre, c'est le truc immuable. Lui, il a un caractère de con. Mais non, il faut arrêter. Personne n'a un caractère. Tout change tout le temps. C'est impermanent. Et tout change tout le temps. Accepter ça, ça désinhibe la peur de la mort. Sinon, tu vas fuir, en fait. Tu vas avoir peur de ce moment tragique où les choses vont s'arrêter. Mais les choses s'arrêtent à chaque instant. Les choses se dégradent à chaque instant. On est en train de se dégrader, de mourir. La table se dégrade, l'iPhone se dégrade. On revient dans 10 000 ans, il n'y a plus rien. Il y a un tas de sable. Donc ça se dégrade maintenant, tout de suite. Si on a peur d'un point final dans 20, 30 ans, 40 ans, ça veut dire qu'on va fuir tout ce qui est douloureux. Tout ce qui est douleur, inconfortable, me rapproche potentiellement de ce point terrible qu'est la mort. Et donc on rate toute l'hormèse, tout le renforcement, toutes les épreuves qui forment un enfant, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, qui sont salvateurs, qui sont riches d'expérience. On va pas y aller, parce qu'on va avoir peur de mourir, peur de la douleur, peur de l'inconfort. Je reviens sur le fait de parler de ces émotions aux gens proches, aux gens qui comptent pour nous. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui n'y arrive pas, qui a des difficultés d'en parler, qui a des difficultés de faire cette action-là, qui bloque, peut-être parce qu'il n'a pas appris à le faire pendant l'enfance, l'adolescence, la croissance, et qui a un âge adulte, qu'il soit de 20, 30, 50 ans, peu importe, et qui bloque. Et visiblement, tu dis, c'est quand même l'une des solutions salvatrices qui va permettre de dealer avec ses émotions. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'on fait sur ce cas précis-là? Il faut que cette personne ait du vocabulaire d'abord, du vocabulaire émotionnel. Donc, si visiblement ça passe pas par les mots, je veux dire l'oral, si ça passe pas par le fait d'en parler, tu vas te dire non, mais je veux pas en parler. Moi, j'aime pas en parler, je veux pas en parler. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais je veux pas en parler. Ok, t'en parles à personne. Tu vas gratter du papier. Tu prends une feuille blanche et tu le notes, mais que pour toi, hein, personne ne le lit, c'est que pour toi. Et ça passe par cette première étape. Parce que généralement, c'est le fait de ne pas le faire, de pas le dire, c'est surtout de la gêne, et c'est surtout de l'image qu'on renvoie des autres, que les autres nous renvoient de nous-mêmes, qu'on veut pas avoir, tu vois. Donc la première étape, si la personne vraiment l'a jamais fait, et ça arrive, c'est plus commun qu'on ne le pense, fais-le pour toi-même. Journal intime. Note tes pensées et tes émotions le matin, le soir. Mets-toi une petite routine. Au début, ça va être peut-être laborieux. Genre, il y a une phrase qui est sortie et c'était nul. Je me sens pas bien. Point. Ok, c'est nul, d'accord. Mais ça commence par là. Et puis petit à petit, au fil du temps, tu écris une demi-page, puis chaque matin, au bout d'un moment, tu vas arriver à écrire une page carrément, où tu vas aller dans les détails. C'est-à-dire, la différence entre émotion et ressenti, c'est que le sentiment, pardon, émotion et sentiment, c'est que le sentiment, c'est l'interprétation consciente de l'émotion. L'émotion, la peur, par exemple, c'est ressenti dans la chair. Ok ? L'émotion, elle donne des frissons. L'émotion, elle donne envie de courir, de fuir, etc. Ça, c'est l'émotion. Le sentiment, c'est l'idée que vous vous faites de la peur. Et bien, ce que tu vas pouvoir écrire, c'est d'abord,
comment tu te sens dans ta chair, comment tu te sens dans ton corps. Ah, ça me donne chaud, tu vois. Ça me donne chaud. Quand je pense à ça, quand je pense à mon patron, j'ai chaud, j'ai même les cheveux qui me grattent, etc. Elle va décrire ce qu'elle ressent dans le corps, et petit à petit, elle va dire, ah, mais en fait, c'est de la colère que j'ai. Ok, on a nommé l'émotion, très bien. Et cette colère-là, vers qui elle est dirigée? Pourquoi elle est dirigée vers cette personne-là? Ah, je sais pas, je l'aime pas, au début. Puis le lendemain, c'est, je sais pas, je l'aime pas, parce que c'est qu'il me parle pas bien. Et une fois, il m'a manqué de respect devant tout le monde. Ok, ça va mieux, on a trouvé la raison. Et petit à petit, peut-être, dans 1 mois, dans 2 mois, la personne, elle va aller voir son patron, elle va lui dire, tu sais, il y a 4-5 mois au début de l'année, dans la réunion, tu m'as manqué de respect, et ça m'a vraiment blessé. Et boum, c'est venu. Mais tu sautes pas dans le grand bain tout de suite en disant à une personne qui a jamais dealé avec ses émotions, vas-y, parle-moi, dis-moi ce que tu vas. La personne, elle a mûr, tu vois. Donc, c'est toujours petit pas par petit pas. Dernière question, pour finir sur le connais-toi toi-même, quel est ton meilleur conseil? Quelle est ta meilleure recommandation? Lire des bouquins de dev perso, non, lire des bouquins de physiologie, faire cette introspection que tu viens un petit peu décrire, qui est déjà une certaine forme de se connaître soi-même, c'est creuser, aller chercher, aller comprendre pourquoi, quand, comment, quelle est ta meilleure pratique pour appliquer ce connais-toi toi-même qui semble quand même être à l'origine de la plus grande maîtrise de la plus grande acceptation de ses émotions. Ouais, je vais pas être original, je vais encore dire l'écriture. L'écriture, plus que la lecture. Évidemment, lire Socrate, Platon, les philosophes qui ont invité à faire connais-toi toi-même, bon bah c'est super. Oui. Lire de l'anthropologie, lire de la compréhension, de l'évolutionnisme, des choses comme ça. Est-ce que, pour moi, ça me paraît, par exemple, essentiel. J'ai du mal à comprendre, à m'imaginer que quelqu'un puisse comprendre comment il fonctionne s'il n'a pas eu justement la compréhension de pourquoi on a évolué comme ça, pourquoi on pense ça, pourquoi on est fait comme ça, pourquoi on a une main. Il y a quelque chose d'un petit peu. Pour comprendre comment on est maintenant, il faut savoir pourquoi on a été construit comme ça. Je me permets juste d'avoir ce truc-là. Je sais pas si ça résonne en toi. Je sais pas si c'est quelque chose qui te semble essentiel, mais il me semble. Bon, je ne suis pas le pro de gestion des émotions peut-être, hein, mais je ne pense pas avoir. Je pense pas que j'aurais eu le même certaine forme de sagesse ou de compréhension si je n'étais pas passé par des écrits comme Harari, comme Delavier, comme Gundil d'une certaine forme aussi, comme des gens en fait qui m'ont fait comprendre d'où l'on vient et pourquoi on peut se comporter comme ça, que ce soit en tribu, hors tribu, etc. C'est très juste. Le pourquoi est essentiel. Et attends, excuse-moi, je termine juste là-dessus et ensuite je me tais à tout jamais et je te laisse parler. Mais non. Pour connaître des gens avec qui j'ai échangé, j'ai l'impression, enfin, sans vouloir paraître hautain, sans vouloir paraître surpuissant, mais j'ai la sensation que ceux qui ont le plus de mal dans la gestion de leurs émotions, qui sont perdus, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de but, et qui n'arrivent pas à gérer des situations, des obstacles, il y a beaucoup de ces gens-là, en fait, qui ne comprennent pas la physiologie, qui ne comprennent pas comment le corps fonctionne, comment les interactions fonctionnent, et qui a cette espèce de trou de connaissance sur, mais je veux dire, c'est pour ça, enfin, tu vois, il y a ce truc-là. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un biais psychologique, cognitif que j'ai, mais j'ai vraiment cette sensation-là que la plupart des gens qui sont complètement à l'ouest sont juste qu'ils n'ont pas compris comment le monde fonctionne, ou en tout cas, une certaine forme de relation ou de physiologie. Voilà, terminé. Eh ben, écoute, pour quelqu'un qui fait des cours de physio sur YouTube, que je suis, eh ben, je peux aller que dans ton sens. C'est-à-dire, pour moi, le pourquoi il est salvateur. C'est pas salvateur à 100%. Ça garantit pas complètement qu'on devienne pro du connais-toi toi-même, là, comme on a dit, mais comprendre le pourquoi, les mécanismes sous-jacents, en effet, ça va donner en fait la puissance de l'outil. Je prends un exemple très récent. Je suis tombé sur une vidéo de Joe Dispenza. Je sais pas si tu vois Joe Dispenza, qui est l'un des grands gourous de dev perso, manifestation, méditation, physique quantique. Qui surfe sur la vague justement que lui, il a un passif scientifique. Il vient du monde scientifique, c'est un physicien à la base. Je sais pas s'il est biologiste, je crois qu'il est physicien. Et il parle très bien de physique quantique et du reste. Dans les implications qu'il dit que la conscience ou la méditation aurait sur le corps, je pense que là, il va sans doute un petit peu trop loin et qu'il y a pas mal de marketing autour de sa marque, etc. Mais certes,
peu importe. Joe Dispenza, il dit quelque chose de très important dans le début d'une interview que j'ai commencé à regarder. Alors, je le regarde très rarement. C'est qu'il dit, à un auditoire, dans une conférence, il dit, le plus important, c'est que vous compreniez les mécanismes des pratiques que je vais vous enseigner. Et il commence comme ça. Hein. Le plus important, c'est que vous compreniez. Alors que tout le monde est là. Dis-nous, Joe, est-ce qu'il faut méditer que 30 minutes par jour je me mets en tailleur en fleur de lotus ou est-ce que je fais des asanas de yoga? Tu vois, ils veulent le protocole. Et lui, il est là. Le plus important, c'est que vous compreniez les neurotransmetteurs, les hormones, la physique quantique, le machin, etc. Qui fait le travail d'aller lire la physique quantique, de savoir ce qu'ont posé Heisenberg, Bohr, Schrödinger, tous les pères fondateurs de la physique quantique? Qui fait ce travail-là? Personne. Tout le monde veut le protocole. Mais même le gourou le plus incroyable du monde du dev perso, qui est Joe Dispenza, vous le dit. Ne faites pas le protocole si vous comprenez pas pourquoi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Lire de l'anthropologie. Avoir un pourquoi. Même s'il est incomplet, hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas s'il y a une finalité. Hein. On met des hypothèses et des théories. Des théories d'anthropologie, il y en a pléthore. Mais ces dogmes et ces cadres conceptuels nous donnent un pourquoi. Certes lacunaire, mais nécessaire pour que les outils derrière que vous utilisez, la méditation, le sport, l'écriture, l'introspection, tout, soient puissants. En fait, c'est ça qui va donner la puissance de l'outil. C'est avoir un pourquoi. Si vous pratiquez sans pourquoi, vous aurez très peu de résultats, en fait. Très peu. Vous ratez beaucoup du coche. Donc, je te rejoins totalement. L'outil que je préfère, donc, c'est l'écriture. Pourquoi? Parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu fais une introspection juste en fermant les yeux, la narration interne, l'histoire que tu te racontes dans la tête, c'est un bazar pas possible. T'as des morceaux de phrases partout. Tu commences une phrase, tu la finis pas. Il y a une chanson qui se met au milieu, tu repenses à une chanson, tu commences à fredonner. Puis hop, tu reprends une autre idée, t'as plein d'idées différentes. Après, tu penses à ce que tu vas manger à midi. Bref, c'est le bazar. Quand tu écris, par contre, t'es obligé d'écrire en phrase complète. Pour une fois, tu réfléchis en phrase complète. Début, milieu, fin. Sujet, verbe, objet. Tu vois, phrase complète. Tu vois. Et ça structure ce qui était bordélique dans ta tête. C'est pour ça que j'adore l'écriture. Ça vous structure le cerveau. Donc, moi, ce sera toujours l'écriture. J'invite tout le monde à tenir un journal intime, à tenir ses propres mémoires, et même à écrire des lettres à ses proches. J'ai terminé un coaching là individuel avec une personne qui se reconnaîtra, que j'embrasse très fort. Un père de famille génial. Et pendant 12 semaines, je l'ai invité à écrire des lettres à sa femme, des lettres à ses enfants, des lettres à lui-même, à écrire sur papier comment et où il se voyait dans 10 ans. C'est très fort de faire ça. Et lui, il avait les larmes aux yeux et c'était souvent quand je lui relisais lui ce qu'il avait écrit, tu vois. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est passer du temps avec soi-même, mais du temps de qualité, pas du temps sur TikTok, pas du temps avec le smartphone dans les mains. Là, vous passez pas du temps avec vous-même. Vous vous distrayez. Si je puis me permettre un petit récapitulatif pour pouvoir gérer ses émotions, gérer sa frustration, vivre avec sa colère, mieux l'accepter, la peur, l'anxiété, la tristesse. Couper le bruit pour faire diminuer la peur, pour faire diminuer les attentes et les challenges invraisemblables qui nourrissent justement une peur irrationnelle. Parler de ses émotions aux gens qui comptent essentiellement. Vivre des épreuves à la hauteur de ses moyens. Bon, parfois la vie fait que les épreuves sont pas au-delà de ses moyens, mais en tout cas qui demandent énormément de moyens. Mais en tout cas, vivre des épreuves, une vie sans épreuves, ça va être difficile d'être émotionnellement stable et émotionnellement bien. Accepter l'impermanence. Ça aussi, tu vois, je pense que c'est intéressant. C'est pas forcément quelque chose qu'on entend à toutes les sauces. Accepter l'impermanence. Et puis se connaître soi-même à travers l'introspection. À travers l'écriture. Ça fait beaucoup de choses, mais ça fait une espèce de plan d'action pour ceux qui veulent mieux vivre avec leurs émotions, surmonter les épreuves de la vie qui sont peut-être parfois les plus difficiles. Et voilà. Et puis ceux qui veulent être davantage guidés, le manuel émotionnel qui est sorti il y a quelques mois cela, en version audio et en version papier, on laissera le lien dans la description, de Pierre Dufraisse en personne. Ton dernier livre qui est sorti encore plus récemment, qui s'appelle Le Guide de l'Hormèse, c'est ça? Exactement. Il est là, aux décisions très Daniel. Tout à fait. Merci Pierre, c'était un plaisir Jérôme, c'est moi de partager
ce moment physio, spiritualo, psychologique, je sais pas comment on pourrait dire. Alors spiritualo moyen, mais un petit peu quand on réfléchit comme ça. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux ajouter avant qu'on quitte les auditeurs pour de bon? Est-ce qu'il y a un sujet ou une chose que tu voulais absolument, un message que tu voulais faire passer? Ouais, carrément. Merci déjà, Jérôme, de me donner cette libre antenne, comme tu sais si bien le faire, laisser la parole aux invités pour qu'ils s'expriment. On en parlait avec Charles. T'as cette très belle qualité de laisser le temps et l'espace à l'invité, là où d'autres sont trop intrusifs dans les conversations. Donc merci énormément. Et je suis très fier d'avoir été de retour sur le podcast Biomécanique. La dernière chose que je voudrais dire, c'est en t'entendant faire le résumé de notre conversation, c'est que je suis pas du tout en train de dire que c'est facile de dealer avec ses émotions. Voilà, pas du tout. Je dis que c'est simple. Ne confondez pas la simplicité et la facilité. C'est simple aussi de monter un business. Notre ami Nomad Slim en parle souvent. Mais c'est simple. Vous lancez votre business là maintenant tout de suite. Mais il dit pas que c'est facile. Hein. Il va falloir cravacher, il va falloir être sérieux, il va falloir être discipliné. Donc la facilité, ce n'est pas la simplicité. Quand tu prends le temps d'étudier les émotions d'un point de vue biologique, neuroscientifique, cybernétique, peu importe la porte d'entrée que vous choisissez, les choses deviennent simples. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles. Et les gens qui vivent un deuil là, sortir du deuil, accepter le deuil, vivre avec le deuil, la tristesse, etc. C'est simple, mais c'est pas facile. J'espère au moins que je vous ai pas facilité la chose, je vous l'ai simplifié pour que vous passiez à l'acte. C'est ça mon job de vulgarisateur, de porte-parole, de ce que vous voulez, de conférencier, tout ça. C'est de simplifier la physiologie et tout ce que j'apprends, etc. pour que vous puissiez passer à l'acte. Mais le chemin sera dur. Et c'est nécessaire qu'il soit dur, parce que ce sont les épreuves de la vie, ces épreuves-là qui nous renforcent. Si c'était facile, on ne sortirait pas plus fort. C'est ça l'hormèse. C'est ça l'antifragilité. Voilà. Donc, c'est pas simple. Je sais que c'est pas facile. Si vous écoutez ça et que vous vivez un deuil actuellement, je sais que c'est pas facile. Mais la sortie est possible. Voilà. Pierre Dufraisse, merci. Merci à tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Faites pas trop les cons. Ciao.